Antoine, tu Ouais. vas jouer à la colline au feu follet? Ah ouais. Quelqu'un a vu la règle de Cotton Club? T'as pas vu la règle de Cotton Club? Non. Cherche la règle de Cotton Club. Bah, c'est où la dernière fois que tu l'as vu? Bah je sais pas. Ah. Alex? Quoi? J'ai perdu la règle de Cotton Club. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu ta règle de Cotton Club. Ah, je crois qu'il faut faire une croix dessus, hein. Imagine, peut-être qu'elle a été kidnappée ou je sais pas. Oh, ça me fait mal au cœur. Bon, bah, faut se faire une raison. Comment on va faire pour la vidéo? Je sais pas. Ah! Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Alice! Salut! Tout va bien, j'ai trouvé la règle. Voilà, toute ressemblance avec des personnages réels ou des faits réels serait totalement fortuite, n'est-ce pas Alice? Ah, Voilà ouais. un petit bout de vie quotidien de chez Jeux des cartes Bordeaux, ce que je fais infliger quotidiennement à mes collègues. Ça va, vous survivez? Oh, un peu tête en l'air, mais on t'adore quand même. On va donc faire ensemble le review des nouveautés jeux de société de la semaine. En début de vidéo, on vous fait toujours les petites infos, donc on commence tout de suite avec les petites infos. On avait fait un concours la semaine dernière pour gagner des places pour Animasia Bordeaux, donc le 8 et 9 octobre, qui arrive là, vite. Et on a un gagnant, une gagnante même, Gaël Martin. J'espère que c'est bien ça. Le nom s'affiche. Voilà, j'espère que c'est bien le bon nom parce que sinon j'ai l'air malin. Bravo à toi. Si tu habites sur Bordeaux, bah, viens nous voir à la boutique. On va t'imprimer les places en live. On peut aussi te les envoyer par mail si tu le souhaites. Dans tous les cas, contacte-nous. Numéro de téléphone, mail, tu passes à la boutique, etc. Si tu n'es pas sur Bordeaux, tu peux commencer à organiser ton week-end ou pourquoi pas donner les places aux personnes de ton choix. La deuxième news, c'est une petite offre, n'est-ce pas? Une offre Asmodée. Alex, s'il te plaît, merci beaucoup. Une magnifique offre Asmodée, elle est vraiment très cool. 2 jeux achetés, 50% sur le moins cher des deux, sur une sélection de jeux évidemment, et les jeux sont, hop là, merci, les jeux sont tout en bas de la liste du petit totem. Alors nous quand même on les a imprimés pour que vous puissiez les voir, mais voilà, hop là, il y a du Five Tribes, il y a du Forgotten Waters, il y a du Hadara, il y a du l'insondable, il y a du Aurora Arkham, il y a du il y a du Pandemic Legacy, Petit Peuple, le projet Seasons, et voilà, j'ai pas tout nommé, du Azul, du Meadow, bref, des choses très sympas, donc profitez-en. C'est du 24 septembre au 8 octobre, donc eh bien jusqu'au début d'Animasia, n'est-ce pas? Merci beaucoup Alex. Ok, autre information, il y a toujours la musique derrière de nos voisins. Vous avez déjà eu normalement l'épisode précédent. Normalement, ça dérange pas trop. C'est vrai que sur la vidéo de la semaine dernière, ça dérangeait pas trop. Là, ils ont même fait l'effort de fermer les portes, fenêtres pour pas trop nous déranger. Donc normalement, on ne devrait pas trop les entendre. Ou un petit fond musical qui n'est pas désagréable, je trouve. Également, on va commencer le tournage de la vidéo des 5000 abonnés. On va commencer la semaine prochaine. Il va y avoir du montage, on ne sait pas si on va arriver à tout tourner d'un coup, non pas que ça soit la vidéo du siècle, encore que, on va essayer de la rendre le plus fun et la plus sympathique possible. On a quand même prévu pas mal de choses, des petits happenings, etc. Ce sera pas juste une FAQ basique, vous savez, on aime bien faire des petits sketchs, on aime bien s'amuser, bref, on va vous proposer tout ça. Et après, il faudra qu'on la monte avec Alex, parce que là, on va se mettre à 2 sur le sujet, parce qu'il faut qu'on gagne du temps, et puis on va arriver dans le mois à 3, tu vas nous aider pour le montage? Bah oui. Yes. Et puis on arrive en octobre, novembre, c'est des mois qui commencent à être un peu lourds pour les boutiques, il y a du boulot. Donc voilà, on va se mettre nombreux et on va essayer de vous délivrer ça le plus vite possible, en tout cas pour octobre, fin octobre a priori. Okay. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, c'est quoi? Le focus. Ah oui, le focus. Voilà, je suis pas du tout bon pour ça, j'aurais dû faire une liste cachée comme ça. Il y a un magnifique focus sur un magnifique jeu qui est Peter Pan en fin de vidéo. Et voilà, les collègues se sont éclatés et ils vont vous présenter tout ça, ça donne super envie. Je crois qu'on peut commencer cette fois-ci? Oui. Allez, c'est parti. On commence avec
World Championship Russian Roulette, un jeu de Anthony Burke et illustré, magnifiquement illustré par Weberson Santiago qui avait fait l'auberge sanglante, c'est bien ça. Qu'est-ce que World Championship Russian Roulette? Et bien comme le dit le titre, vous êtes à la Coupe du Monde de roulette russe et il va falloir survivre ou faire des points. En gros, c'est en caisse points gagnant, mais s'il n'y a plus que vous, bah, peu importe le nombre de points que vous avez gagné. Vous avez un peu saisi le concept. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu en équipe. On a ici mon équipe. Moi, je joue évidemment l'équipe Babouchka. J'ai ici mon personnage, Babouchka, et j'ai mes 3 coéquipiers. Évidemment, on va leur passer le pistolet avant. Hein. Oui. Ils vont passer d'abord. Donc en fait, c'est un peu comme des points de vie qu'on va perdre. Hop, hop. Hop, ça c'est pas très grave, mais encore que ça va pas vous arranger et si votre capitaine se fait éliminer, vous êtes éliminé de la partie. C'est sympa parce que ça reste un jeu quand même à élimination puisque c'est ce qu'on va essayer de faire, mais on n'est pas éliminé dès le début, on a quand même des petites chances de s'en sortir. C'est un jeu donc dans lequel on va tirer avec des pistolets mais pas en vrai puisqu'en fait ce sont des cartes comme ceci. Donc chaque joueur va recevoir 7 cartes, on va avoir 6 clics. Donc en fait, voilà, ce sont des barils vides. C'est bien, ça va vous éviter de mourir. Et éviter de mourir dans la vie, c'est plutôt pas mal. Et puis un bang dans tout ça. On va, c'est très simple, hop là, un petit peu mélanger. Il va y avoir des phases de jeu que je vais vous expliquer dans la foulée. Et on va tirer des cartes. Le but du jeu, ça va être de survivre. Mais on va pouvoir tricher en cachant notre bang. On va pouvoir jouer des cartes action pour aller embêter les autres joueurs, pour arriver à s'en sortir, etc. etc. Donc on va faire un tour de tour ensemble. Vous allez voir, c'est expliqué sur le matériel. Alors j'en profite au passage, le matériel qui est vraiment top. Les petits tokens, les petits jetons comme ceci de balles, je sais pas si on le voit bien, en tout cas dans la vraie vie on le voit super bien, c'est bon. Sont avec un petit vernis sélectif. Tous les jetons, toutes les petites cartes comme ça sont super épaisses, puis les cartes en elles-mêmes sont de bonne qualité. Donc je le dis parce que c'est pas souvent le cas, c'est des dégravés, enfin bref, c'est vraiment bien édité par Igari. Donc on revient à notre tour. Comment ça fonctionne? Phase de pioche. Bon là vous allez pouvoir récupérer des petites cartes action pour qu'on en ait quand même d'avance. On va pouvoir à la phase de tournoiement planquer ou pas notre carte. Donc moi je vais décider de pas tricher. Je prends un clic et je le mets sous ma carte. Mais j'aurais pu mettre un bang. Et du coup je triche parce que j'ai aucune chance de me faire sauter la cervelle. Ok, on va faire la phase de tournoiement. Donc la phase de tournoiement, voilà, on va mélanger les cartes. Hop là, phase de pari. Vous avez votre dé, moi j'ai l'équipe Babouchka, j'ai le dé rouge. Vous allez annoncer combien de fois vous comptez tirer les cartes. Bon, moi je sais que j'ai un bang quand même. Donc je vais annoncer gentil. Je me mets sur 3. Donc tout le monde, clac, va dévoiler. Et admettons, on a un joueur à côté de nous. Il dit, moi je vais tirer 5 cartes. C'est un petit peu louche. Et en fait, il y a une phase d'accusation. Et donc là, je vais accuser cette personne. Je pense que tu triches. On va vérifier la carte qu'elle a mis sous sa petite tuile d'équipe. Est-ce que tu as triché? Si il s'agit de rien, un clic, je l'ai accusé à tort. Et c'est super bien parce qu'on a une petite tête de jeu qui nous le rappelle. Donc, il y a une compensation. Cette personne va recevoir une carte action en plus. Les cartes action, ce sont celles-ci. On va revenir dessus juste après parce que vous allez voir, elles sont quand même très intéressantes dans ce jeu. Moi, comme j'ai accusé à tort, que va-t-il se passer? Eh bien dans mes cartes, je vais rajouter un bang. Et ouais, ça vraiment, ça pue pour moi, n'est-ce pas? Hop là. Que se serait-il passé si j'avais accusé la personne et qu'en fait c'était un vrai bang que révélé, que c'était effectivement de la triche? Eh bien c'est la personne qui se fait attraper en train de tricher qui va perdre un personnage. Ouais, les juges ne rigolent pas. D'accord? Donc le juge décide de dire toi tu vas jouer avec un équipier de moi. Et en plus de ça, moi je vais piocher 3 cartes en récompense parce que je l'ai accusé à raison. 3 cartes en récompense, c'est pas mal. On va donc ensuite tirer un nombre de cartes équivalent à ce que l'on a marqué sur notre dé. Si jamais évidemment je tombe sur un bang, je retourne un personnage et je sors de la manche en cours. Par contre, si j'arrive à m'en sortir, eh bien je vais marquer le nombre de points équivalent à mon D plus 1. Donc là je pourrais marquer 4 points. Les cartes actions. Ouais, les cartes actions aussi hyper importantes. J'en ai sorti quelques-unes pour vous faire une petite sélection. Par exemple, ça dit, lors de la phase de détente, donc la phase de détente, vous comprenez, c'est lorsqu'on va tirer, visez une autre personne au lieu de vous-même pour le prochain tir. On va faire un petit pistolet comme ça avec nos doigts pour indiquer si on tire sur quelqu'un ou sur soi-même. Phase de pioche, le bullet time, choisissez une personne, cette personne remplace une carte clic, donc une carte vide de son barillet, par une carte balle. Beaucoup plus de chances de tomber sur une munition, ça peut faire mal. Surtout si c'est quelqu'un qui avait déjà mis une munition et qui y croyait. Ou le dé mortel, choisissez une personne, cette personne doit relancer son dé de pari. Voilà, il y a plein de petits coups fourrés comme ça à se faire. Il y en a d'autres, je vous les montre pas toutes. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Alors évidemment, le jeu est indiqué 14+. Alors je dis, c'est pour 2 à 6 joueurs. Évidemment, c'est un jeu d'ambiance. Donc plus on va être nombreux, mieux ça va être. 14 ans et plus, pourquoi?
Clairement pas pour la difficulté des règles. Là, je vous ai expliqué quasiment 100% des règles. Simplement pour le thème, évidemment. On parle Ouais, quand même faire de exploser la se mettre cervelle. des munitions à bout portant dans la cervelle. C'est pas pour tout le monde. Ceci dit, quand on a le recul nécessaire, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment un super jeu d'ambiance que je vous recommande chaudement. Et je crois que je vais passer la main à Alex. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. J'ai pas les trucs sur moi, je dois vous les présenter, mais je vous les prends juste là. Ah, tu les as pas pris. Ouais, non, je les ai pas pris. Mais c'est pas grave, ils sont là. Alors Oh hop, là là. qu'est-ce qu'on a reçu Il aujourd'hui? les a pas pris pour l'instant. Oh. Pour l'instant, On le mais connaît c'est normal. très bien. Je les prends pas parce qu'ils apparaissent comme par magie. Ce sont les X-Men, ça y est, ils sont arrivés pour Marvel Champions. Ça fait grave plaisir. J'ai bien évidemment pu jouer Cyclope et Phoenix parce que je suis un féru de Marvel Champions et à chaque fois je m'arrange pour les obtenir. Et est-ce que je vais la prendre celle-ci? C'est-à-dire que ma Calax n'est pas extensible, donc je vais peut-être passer mon tour sur cette magnifique boîte. Mais non. C'est pas vrai, il va l'acheter. Shadow Cat. Oui, peut-être, et Colossus, effectivement, il y a Magneto. Mais moi, j'ai envie de jouer Magneto et je peux pas. Alors du coup, bah... Non mais non. Il y a mais les non, sentinelles aussi. Et ouais, non, mais c'est très cool. sait qui va Et il y a dans ça. Donc ça, c'est la nouvelle boîte du coup de scénario, en fait, donc de campagne pour Marvel Champions, mais ici dans une thématique X-Men. Et par contre, les deux nouveaux héros, celle-ci, je peux pas trop vous en parler, mais vous avez vu les méchants, hein, quand même, ça a de la gueule. Donc je pense que ça va être une campagne incroyable, vraiment, je pense que c'est le mot. Et ici, on a deux nouveaux héros. Alors, Phoenix va avoir un principe où son héros va avoir double forme, donc elle a la forme de Jean Grey, en fait. Et l'autre forme, ça va être la forme du Phoenix. Donc en fait, elle a des jetons qu'on va appeler des jetons contenus, donc elle contient les pouvoirs du Phoenix. Et quand il n'y en a plus, vous flippez la carte et vous devenez extrêmement puissant. Évidemment, il y a des retombées, en fait, par rapport aux cartes que vous pouvez jouer. Oui, c'est Dark Phoenix. Notamment, effectivement, son Némésis, c'est le Dark Phoenix. Alors, je suis tombé dessus. Je vous déconseille de tomber dessus en début de partie parce qu'elle a une carte de manigance qui fait que si la manigance arrive au bout, vous perdez la partie. Ah. Voilà, le Phoenix a décidé de raser le monde entier, c'est magnifique. Yes. Cyclope est excellent, pourquoi? Parce que lui, il a énormément d'attachements qui coûtent quasiment rien. Ce sont des attachements qui vont se défausser à la fin d'un round. Le seul truc, c'est que plus il a d'attachement sur sur un sbire ou sur un méchant, il va pouvoir jouer des cartes spéciales qui vont augmenter les dégâts. Et ça devient oufissime. Si en plus vous arrivez à obtenir les lunettes en fait de Scott, alors là ça devient une tuerie. Il éclate vraiment les ennemis, mais avec d'une puissance, c'est incroyable à jouer. C'est super. Cyclope et Phoenix, franchement, deux très bons héros qui font bien plaisir dans la gamme de Marvel Champions avec la campagne. Et autre campagne, non pas pour Marvel Champions, ça va être la campagne pour... Hop, je récupère ça ici parce que j'ai tout préparé à l'avance. Hop. La campagne, pardon, pour les joueurs de Horror Arkham, le jeu de cartes, ça y est. L'extension investigateur pour les clés écarlates. Donc après, là, pour l'instant, c'est les investigateurs pour cette extension-là. Mais après, il y aura l'extension de campagne, du coup, qui va arriver d'ici un mois et demi, je crois, vers novembre, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc là, pareil, on continue le même système avec les extensions d'investigateurs et de campagne, mais dans un autre, pas univers, mais dans une autre saison, on va dire, du JCE Horror Arkham. Donc pour tous les férus de Horror Arkham, cette extension est probablement faite pour vous. Voilà pour les nouveautés, on va dire, de tout ce qui est JCE. Il est quand même très cool. J'aime beaucoup, en plus j'adore le perso. Non, il est nul. Mais parce que justement, tout le monde trouve qu'il est nul, mais en fait, c'est un personnage qui est extrêmement riche, je trouve. On veut Wolverine. Oui, non, moi je veux Storm. Alors j'ai vu des images de Wolverine, je sais pas si vous avez vu, en anglais aussi c'est sorti. Wolverine, il a l'air incroyable avec ses lames et sa régénération, qui a l'air oufissime. Il n'y a pas Storm qui est annoncé, non? Storm, je l'ai en allié. Oh, je l'avais en vrai. Elle est pas mal, elle est un peu ma chère. favorite. On change complètement d'univers. Là, on arrive sur une toute petite boîte. Une toute petite boîte française, puisqu'ici c'est un jeu donc édité par Bombix. C'est un jeu bien français puisque c'est Bruno Catala et Théo Rivière qui nous amènent ça. Sea Salt and Pepper qui était très attendu, vous pouvez également y jouer sur Board Game Arena. C'est un très bon jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20-30 minutes peut-être si on y réfléchit un peu plus. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de cartes très minimaliste. Dans ce paquet-là, vous l'avez peut-être déjà vu dans le focus, parce qu'on avait fait un focus sur Sea Salt and Pepper avec Antoine, je crois, et on l'avait déjà expliqué. Ici, c'est un petit jeu de cartes de collection, avec un petit principe de prise de risque, parce que c'est vrai que Théo Rivière, il aime beaucoup la prise de risque. Dans beaucoup de ses jeux, il y a de la prise de risque. Et c'est vrai que c'est toujours très sympa. Ici, ce qui va se passer, en fait, donc il faut avoir le plus de points de victoire. Pour avoir le plus de points de victoire, en fait, déjà, vous allez atteindre un maximum en fonction du nombre de joueurs. Donc là, on va prendre par exemple à 2 joueurs, c'est 40 points qu'il faut atteindre. Celui qui a atteint 40 points et qui en a le plus à la fin de la partie l'emporte. Et votre tour, il se résume en 2 choses. La première phase, c'est la phase de pioche. Et ensuite, après, vous avez le choix entre
on va dire arrêter la manche directement et marquer vos points et vos adversaires marquent leurs points également, ou alors vous laissez une dernière manche aux autres joueurs, et si vous avez le score le plus élevé parmi tous les joueurs, vous gagnez des points bonus en plus de votre score, sinon vous gagnez que ce point bonus et les adversaires, eux, gagnent leur score. Ce qui se passe du coup à votre tour de jeu, c'est extrêmement simple, vous piochez au choix soit 2 cartes ici que vous ne connaissez pas, vous en choisissez une parmi les 2 que vous avez gardées dans votre main, là je vais prendre par exemple celle-ci, on y reviendra. On se demande pourquoi. Ouais. Et celle-ci, je la place dans l'une des 2 piles de défausse. Attention, s'il y a une défausse qui est vide, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de remplir la deuxième défausse. Là, il se trouve qu'il y avait encore 2 défausses, donc je peux poser là, tout simplement. L'autre manière de piocher, c'est potentiellement pour pas justement trop prendre de risques, plutôt que de piocher ici, vous décidez de piocher l'une des cartes ici. Alors sur les cartes, il y a justement 2 types de cartes. Il y a celles qui marchent par binôme, souvent elles sont comme ça. Vous allez voir, de toute façon, Alice va vous montrer après d'autres cartes en binôme, et elles se jouent que par 2 à chaque fois, et elles déclenchent un effet précis. Ou alors vous avez des cartes, un peu comme la pieuvre ici, qui elle marche par collection, et vous avez le ratio de points à chaque fois. Une pieuvre ne fait 0 points, 2 pieuvres fait 3 points, 3 pieuvres fait 6 points, etc. Il y a les pingouins aussi. Exactement, les pingouins font également des points. Il y a plein de petites cartes comme ça qui font des points, c'est très chouette. Donc une fois que j'ai pioché, et bah du coup juste après, si j'ai des cartes duo en main, donc par exemple celle-ci, je peux jouer des cartes. Donc si j'avais ça en main, mettons il y avait un crabe ici, à mon tour je décide de piocher ce crabe là, et bien là juste après je peux dire ok, je joue ce crabe là. Alors 2 choses se passent, déjà je ferai l'effet du crabe, qui est pour le coup de choisir une carte dans une des défausses, et en plus de ça, je valide le point du crabe. Une paire de crabes me fait 1 point. À partir du moment où j'atteins au moins 7 points, et c'est là où du coup c'est intéressant, je peux soit, comme je disais tout à l'heure, mettre directement fin à la partie, je marque mon score et les autres joueurs aussi, soit du coup je dis ok là les gars, je lance une dernière manche, donc moi je valide mes points, vous avez une dernière manche, donc un dernier tour de jeu, pour pouvoir essayer de dépasser ce score là. Parce que si jamais j'ai le score le plus haut, comme je disais, je vais gagner mes points, plus un bonus qu'on appelle de couleur, en fonction des cartes, différentes couleurs que vous avez, plus vous avez de cartes de couleurs identiques, plus vous marquez de points. Exemple, si là j'ai, je sais pas moi, je dis dernière manche, et puis je laisse les joueurs du coup faire un dernier tour, je vais compter mes points, mettons j'en ai 20, et si j'ai 2 cartes jaunes, je rajoute plus 2, puisque j'ai 2 cartes jaunes, à ce score là, tout simplement. Dès qu'un joueur atteint 40 points, c'est la fin de la partie, et celui qui en a le plus l'emporte. C'est extrêmement simple, et en plus, il y a une petite prise de risque qui se rajoute à ça, ce sont les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, la carte sirène. Il y en a 4 en tout, alors celles-ci de base, elles vous font des points comme une sorte de bonus de couleur, vous marquez des points de couleur dans une autre couleur au choix, mais si vous avez les 4, à tout moment de la partie, vous dites, boum, j'ai gagné, j'ai les 4 sirènes. Ça c'est incroyable, parce que du coup, ça peut vraiment vous orienter sur la prise de cartes, parce qu'effectivement, quand vous piochez des cartes dans ce paquet-là, vous cherchez les sirènes, mais parfois elles sont dans la main de vos adversaires, et dans ce cas-là, vous allez essayer de jouer notamment des nageurs et des requins par paire, parce qu'eux, ils permettent d'aller piquer les cartes chez les adversaires. Voilà, donc Sea Salt and Pepper, c'est vraiment un jeu très très bon, à partir de 2 jusqu'à 4, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu salé comme jeu. Oh, excellent! Et en plus, c'est même pas des illustrateurs, c'est des messieurs trop forts qui font des origamis. Mais oui! Chaque image, c'est des origamis. Tout à fait. En photo et tout. Et vraiment, ils sont trop beaux. Et du coup, les artistes, c'est... Pardon, je l'ai pas précisé. Là. Vous avez PY, donc soit c'est Pierre-Yves. Oui, peut-être. PY, donc Monsieur Gaillard. Et Monsieur Desrennes. Monsieur ou Madame Desrennes. Je crois que c'est 2 monsieur. Très bien, bah, bravo à messieurs. Voilà, pour ce travail. Bravo pour les origamis. C'est très original comme parti pris artistique. C'est le seul à ce jour, je crois, des jeux à avoir fait ça. Hein. C'est vrai. Ça me semble bien. Donc voilà, bravo à tout le quatuor et à Bon Mix. Hey, c'est moi devant la caméra, coucou. C'est l'heure pour Cracklist qu'on a vu à Vichy et qui est directement ici. Voilà, c'est assez satisfaisant. Oui. Cracklist, on l'a pas vu venir. Hein. On s'est posé au stand de BlackRock. Ils nous ont dit venez tester Cracklist. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'avait jamais eu avant. On a testé, on a fait mais c'est génial. Ouais, on a testé avec Fanny, Jeff, toi et moi. Oui. Voilà, c'était nickel. Et l'auteur aussi d'ailleurs. Et l'auteur, oui, adorable. Comme le dit le petit sous-titre, hein, c'est un petit bac en jeu de cartes. Alors vous allez me dire, ouais, il y a Pay for Pizza, Olé Guacamole, Texto. Ouais, mais c'est encore différent. Ouais. Hein, c'est ça qui est fort. Il a réussi à faire un truc différent. En gros, le dos de carte est très parlant. On va avoir dans nos mains. Le dos de boîte. J'ai dit quoi? Le dos de carte. Ouais, voilà. Le dos de boîte est parlant. On va avoir des cartes en main qui vont être qu'on aura pioché au hasard, hein, des lettres, mais aussi quelques cartes Cracklist. On espère parce que la pioche des fois fait qu'on les a pas en main, mais ça va être très pratique pendant la partie. Et premier joueur va tirer une carte thème et vous voyez il y a toujours 3 thèmes dessus.
Et à chaque fois, le premier est facile, le deuxième un peu moins facile et le troisième est très, très spécifique. Donc du coup, il en choisit un des trois, il l'annonce et là, il va être le premier à choisir une des cartes lettres dans sa main et donner un mot qui commence par la lettre qu'il vient de jouer et qui a un rapport avec le thème qu'il a donné. Par exemple, nous on a fait quoi? On a fait les pays d'Afrique. Oui. Voilà. Et donc, bizarrement, on a tenu quand même vachement de tours. Hein. Je savais pas qu'on aurait autant de culture générale sur les noms de... On a tenu 2 tours quand même, on était 5 à jouer. Donc ouais, voilà. Et donc, vous allez utiliser vos cartes comme ça. Et le but, c'est d'être le premier à ne plus en avoir comme pour le Uno. C'est toutes ces cartes en jouant des lettres. Et effectivement, des fois, on joue des thèmes exprès pour bloquer un joueur qui a plus que 2 cartes. On lui dit, ah bah voilà, tu tombes sur ce thème-là et tu vas me donner des... J'en sais rien, des marques de shampoing. Non, on a eu un truc hyper spécifique, vraiment vous avez de tout. Hein. Là, il y a par exemple des instruments, mais nous on a eu le nom de ville côtière du sud-est de la France. C'était très spécifique. Trop simple. Beaucoup trop. On avait eu quoi d'autre? Donc les pays d'Afrique, et on a eu le dernier, c'était... J'ai cru qu'on avait eu les nuages à un moment, il n'y avait pas. Non, c'était tout ce qui était en rapport avec l'astronomie. Ah voilà, ok. Voilà. Donc tout ce qui est en rapport avec l'espace. Et moi j'adore l'espace, je connais plein de trucs, mais j'avais aucune lettre dans ma main qui correspondait. Tu mets quoi? Ouais, voilà, et je connaissais pas les noms des satellites X, Y, 26. Donc du coup, quand vous savez pas, quand vous arrivez pas à trouver, vous devez repiocher une carte. Un peu comme le Uno quand vous pouvez pas jouer. Mais si vous avez Cracklist dans votre main, vous le jouez et c'est là où vous avez le droit de piocher une nouvelle carte thème, en choisir un et réenclencher une nouvelle manche, en gros. Voilà, Cracklist tout simple, mais vraiment hyper cool et on apprend plein de trucs, hein, un peu comme le petit bac, mais en plus ces niveaux de spécificité de thème, c'est plutôt cool. Du coup, ça fait un peu penser à TTMC, tu vois. Tu t'auto-évalues, tu dis ok, je vais mettre ce thème-là parce que je suis pas trop mal et je pense que lui en plus, s'il connaît pas du tout. Oui, on essaye aussi de bloquer les autres en disant moi j'aurais choisi le truc astronomie parce que je me dis je suis trop forte en astronomie, les autres ils sont tout nuls. Si je tombe sur le thème Disney, je vais pas le mettre. Oui, je t'éclaterai, mais à plat de couture. Bon, on enchaîne avec un autre petit jeu d'ambiance très simple aussi, encore plus simple, mais super efficace en fait. On nous l'a présenté, vraiment le pitch, on a fait c'est quoi ça? Puis en fait, notre animateur nous l'a sorti et en fait on s'est pris au jeu et pendant une demi-heure on y a joué. Parce que c'est pas vraiment un jeu, c'est Chatbox, on en a 3 couleurs parce que on va voir c'est des niveaux différents on va dire. C'est un jeu pour faire parler. Donc en gros, là-dedans, vous ouvrez et vous avez des sortes de petits bâtonnets un peu en papier cartonné. Ouais, ça ressemble au truc de parfum là. Ouais, oui, c'est ça, les trucs d'échantillons. Les échantillons de parfum. Exactement. Bon, là, il n'y a pas de parfum, vous pouvez en pchiter dedans hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et vous sortez une des petites tiges et vous lisez, vous lisez la phrase à voix haute. Par exemple, votre meilleure expérience professionnelle ou une anecdote sur un animal que vous avez croisé. Le dernier meilleur achat que vous avez fait, que des trucs comme ça et chacun soit vous répondez de manière très succincte parce que vous n'êtes pas d'humeur à en parler etc. Ou alors vous pouvez commencer à raconter votre vie, moi j'ai appris plein de trucs sur David, donc du coup c'est juste ça pousse à parler et ça peut animer totalement une soirée. Si vous avez des blancs dans la soirée, hop, vous sortez un petit bâtonnet, vous lisez le truc et hop ça lance la conversation. Et du coup on a 3 niveaux on va dire. Là on a vraiment des questions très générales. Là, on a des questions déjà un peu plus spécifiques, qui va rentrer un petit peu plus dans l'intime. Et là, ça va presque plus se rapprocher du privacy, no limit, 18+, un truc un peu plus olé olé, un peu plus intime, vraiment, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle corset. Voilà, ça fait un peu bière aussi. Oui. Voilà, blonde, ambrée, brune. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'était Chatbox, parfait pour vos petites soirées. Ensuite. On va faire une petite pause de gros jeu. Regarde, il y a du public derrière. Bonjour. Donc, ici nous avons l'année des 5 empereurs. Alors, c'est un jeu historique qui se place pendant l'année 1093. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que j'ai une très mauvaise mémoire. C'est 192 exactement. Ah ouais? Ouais, l'an 192. Parce que c'est la mort de l'empereur Commode. Pardon, Jeff.
Pourtant, je te jure, j'ai essayé. Hein. Ne t'en fais pas, Jeff, je la corrige. Merci. Oui, regardez, en plus, vraiment, je me suis tirée dans les pattes, c'est marqué là. Bon, en tout cas, j'ai bien retenu que c'était une année, oui, très difficile en politique. Oui. Voilà. Parce qu'il y a eu plein de pushs politiques, voilà. Et donc, justement, le titre, c'est l'année des 5 empereurs, parce qu'il y a 5 grands dignitaires romains qui ont essayé de prendre le titre d'empereur. Et donc, on va incarner chacun un de ces hauts dignitaires, donc ils sont parfaitement historiques. J'ai pas retenu les noms romains de chacun, hein, Pipolos Blocotius. D'accord. Est-ce que tu as le nom des auteurs et des illustrateurs? Oui, c'est de l'autre côté, je pense. Là, non, regarde. Voilà, Clément Leclerc, Roméo Aignan. Ah, l'écriture me perturbe. Et l'équipe ludique, donc qui est le studio. Voilà. Donc c'est à partir de 12 ans, 40 minutes de jeu, et c'est 2 à 5 joueurs. Oui, jusqu'à 5 pour un jeu quand même plutôt expert, je dirais. C'est un deck building en fait, compétitif. Donc on va tous se disputer l'influence pour essayer de devenir empereur. Pour devenir empereur, il va falloir réaliser 4 objectifs. Le premier à avoir réalisé 4 objectifs l'emporte et devient donc empereur. Vous avez une possibilité de faire des parties d'initiation avec 3 objectifs, donc c'est un peu moins long. Voilà. Vous avez aussi des modules de jeu dedans qui permettent de jouer avec des cartes avancées, voilà, pour plus de complexité. Okay. Voilà. Donc chacun va avoir son petit plateau avec son bonhomme et son deck de cartes de départ. On va avoir des pioches ici de cartes qui sont faites pour les différentes régions du monde, enfin du monde romain. Oui. Hein, voilà. Donc vraiment dans chaque paquet vous trouverez des choses un peu spécifiques. À votre tour, c'est très simple. Vous avez vos cartes en main comme un deck building et vous allez bien les défausser pour gagner autant d'argent que les petites pièces qui sont marquées ici. Donc normalement c'est une, vous pouvez améliorer ça, mais normalement c'est une. D'accord. Donc une carte, vous gagnez une pièce. Et vous en défaussez autant que vous pouvez et voulez, hein, jusqu'à ce que vous ayez plus de main, pour pouvoir acheter une des cartes affichées sur un des paquets ici. Le prix est affiché normalement là, un petit exemple, voilà, ici. Et donc du coup, vous la mettez dans votre défausse. Et comme votre tour est fini, puisque vous ne pouvez plus rien payer, vous mélangez votre défausse et vous la mettez directement sous votre paquet de pioches. Voilà, vous n'attendez pas d'avoir vidé toute votre pioche, vous la reconstituez finalement presque au fur et à mesure. Et en fait, on va continuer comme ça, autant qu'on veut. Et à un moment, quand on se sent assez puissant pour prétendre au trône d'empereur, on retourne donc au début de son tour notre plateau de l'autre côté, du côté empereur. Et en fait, ça va totalement changer la mécanique de jeu, enfin la dynamique surtout, parce que par exemple, les cartes maintenant vont coûter 2 pièces de plus à l'achat. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir construit son deck avant pour pouvoir assumer ses achats. Bien sûr. Voilà. Et à ce moment-là, dès que vous devenez empereur, vous avez le droit de mettre une base de votre couleur sur une des provinces qui n'est pas déjà habitée, plus une garnison. D'accord. Et en fait, vous allez avoir des possibilités, grâce à des cartes, de vous déplacer de région en région pour conquérir des régions, et ça fait partie des objectifs possibles. Ils sont tous affichés normalement ici. Là, vous voyez, ils vous ont fait un exemple plutôt de partie d'initiation avec 3 objectifs. Okay. Donc, vous avez de tout type. Vous avez avoir conquis, avoir conquis, oh là là, mais vraiment ce terme piégeux, avoir conquis telle province, ou être majoritaire en point d'influence, parce que c'est là aussi où vous allez changer la mécanique. C'est que vos cartes que vous avez achetées depuis tout ce temps, au début elles vous servaient surtout de monnaie en fait, mais quand vous devenez prétendant au trône, la partie blanche qu'on voit ici, c'est possiblement activable. C'est des pouvoirs qui sont activables que quand vous êtes prétendant. Donc vous avez si vous décidez d'utiliser la carte pas pour l'argent, pour en acheter des nouvelles, mais pour le pouvoir d'empereur, vous la sortez du jeu. Donc c'est vraiment une utilisation unique, mais vous gagnez les effets qui sont en dessous. Par exemple, des fois c'est gagner des pièces en plus, ou déplacer une garnison, ou gagner une nouvelle garnison. Voilà, c'est des pouvoirs activables que quand vous êtes empereur. Ou alors, enfin, vous pouvez décider de poser vos cartes dans les influences ici. Vous voyez, vous avez influence verte, bleue et rouge. Pareil, vous la sortez du jeu techniquement quand vous la glissez là, votre carte, parce qu'elle ne reviendra plus dans votre deck. Et en fait, c'est comme ça que vous verrez si, pour les objectifs, vous êtes celui qui a le plus de majorité dans l'influence verte. Ok, vous récupérez cet objectif. Mais ce genre d'objectif-là, et aussi les conquêtes, peuvent être pris par les autres, par les adversaires. Donc c'est vraiment, on se tire la bourre, etc. Donc l'influence, c'est assez logique, c'est-à-dire que certes, vous êtes influent à un moment, mais pas toujours. Il y en a d'autres qui peuvent vous piquer l'influence. Logique. Voilà.
C'est à peu près tout, comme je dis, ça dure jusqu'à ce que quelqu'un ait 4 objectifs ou 3 si vous êtes en partie d'initiation. Ok. Voilà. Donc encore désolé, hein, 31 décembre 192. Tout à fait. Oups. Donc, on a aussi le dernier que je vais vous faire là pour l'instant. Après, je passe le relais. Promis, je sais que vous en avez marre de moi. Similo, les animaux fantastiques. Et oui, après Similo, Harry Potter, forcément, il devait le faire sur la dernière saga de l'univers Wizarding World. C'est les animaux fantastiques ou Fantastic Beasts en VO avec notre petit Newt Scamander ou je sais plus comment il s'appelle en français. Voilà, aucune idée. Je sais plus. Ça se traduit Newt? Oui, Newt Scamander. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, donc vous allez retrouver tous les personnages, vous avez les créatures, bien évidemment. Du coup, c'est cool parce que ça fait un peu la dynamique des boîtes animaux mélangées à des boîtes humains, mais directement dans une boîte. Donc c'est plutôt cool. Vous allez retrouver les méchants, les gentils. Vous avez Winnie, Queenie, n'importe quoi, Queen. Voilà, toujours à partir de 2 joueurs jusqu'à 8. Ce jeu qui est miraculeux parce qu'il s'adapte à tous les types de joueurs et à toutes les configurations de nombre de joueurs. Voilà, je passe enfin la main. C'est la pub. Ah, il y a des promos chez Uber. DC Comics, Audible. Sandman. Allez. Incroyable. Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année des 5 empereurs, qui est un jeu de deck building compétitif pour 2 à 5 joueurs de 12 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des dignitaires de l'Empire romain à l'année 193. Ah, c'est juste moi qui connais pas mes centaines. Ah, on enchaîne? Oui. Très bien, bon bah on enchaîne alors. Attends. Oui. Tiens, monsieur. Merci. On enchaîne avec 1923 Cotton Club et 1911 Amundsen versus Scott, puisque ce sont les 2 premières boîtes de la gamme millénaire qui va arriver. Je n'ai plus les dates en tête, mais il y aura aussi une boîte sur le tunnel sous la Manche, et il y aura également une boîte en 98, si je dis pas de bêtises, ou 99, sur l'ISS. Trop cool comme thématique, il me tarde tellement que l'ISS sorte, mais on a déjà 2 superbes thématiques. On en a ouvert un des 2. Parce que quand même, on s'est dit, il faut vous montrer un des 2. Est-ce que c'est les mêmes auteurs ou pas du tout? J'ai pas anticipé cette réponse, c'est le même illustrateur. Mais non, ce n'est pas les mêmes auteurs à chaque fois. Par contre, on voit que c'est Pedro Soto sur ces 2 boîtes pour l'instant. Sur les prochaines, je ne sais pas. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ouvert Cotton Club en premier? Parce que, bah moi en fait, j'ai juste craqué sur la thématique. La mécanique de jeu est franchement cool, c'est pas que la thématique. Et bah, je m'en vais vous l'expliquer rapidement, et puis on reviendra juste après sur Amundsen versus Scott. Donc, dans 1923 Cotton Club, nous sommes. T'as mis les règles du coup? Je ne veux plus entendre parler de cette blague. Nous sommes en 1923. C'est marrant parce que justement, je les avais prévues pour l'explication et du coup, elles sont pas là. Nous sommes en 1923. C'est l'époque de la prohibition aux États-Unis. On est aux États-Unis. On est dans les quartiers de Harlem et un peu à la façon donc du Cotton Club, qui est un club qui a vraiment existé. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet parce que c'est une histoire assez folle. On va donc ouvrir notre propre club de jazz, et on va y vendre de l'alcool illégalement pour faire venir des artistes, parce que les artistes, ils vont nous rapporter de la fame, de la gloire, et en fait, bah, ça va être des points de victoire dans ce jeu. Donc comment ça fonctionne? Là, j'ai fait une mise en place pour 3 personnes. On va voir tout à gauche, là-bas, notre plateau individuel. Hop là. Donc suivant quelle place vous êtes pour débuter le jeu, premier, deuxième, troisième à 3 joueurs par exemple, vous allez avoir plus ou moins d'argent de départ. L'argent évidemment c'est le nerf de la guerre. On va ici avoir une piste d'amélioration. On pourra faire augmenter ici notre taux de criminalité. Le taux de criminalité, c'est pas quelque chose qu'on va aimer voir augmenter, mais il va augmenter malheureusement. Ça va nous être utile quelque part, vous allez voir. On va voir ici la piste d'initiative. À chaque manche, lorsqu'on va redistribuer ces petits jetons premier, deuxième, troisième joueur, eh bien ça va nous permettre de, si on est plus loin dans la piste d'initiative, avoir plus de chances de commencer en premier. Ça va être très utile puisque c'est de la pose d'ouvrier. Donc si on se pose en premier, on va avoir plus de choix et aussi on va avoir des avantages puisqu'en fait ici on va poser nos ouvriers. Vous voyez que on n'a pas les mêmes choses sur les emplacements. On va pouvoir également avoir ici de l'attractivité. En gros, c'est est-ce qu'on parle de vous? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille sur votre club? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que les gens en parlent? Et puis des petites actions aussi sur lesquelles je reviens juste après. Je vous l'ai donc dit, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Bah justement, on va regarder les petites actions ensemble. Ça va se passer sur ce plateau ici. On va donc pouvoir se poser ici. Et bien à chaque fois, ça va être connecté à la ligne de cartes en face. Donc c'est une sorte de ligne courante. Enfin, c'est un marché. Hein. On peut prendre n'importe quelle carte tant qu'elle est dévoilée. Et puis après, on ira
piocher là-dedans pour mettre de nouvelles cartes. Ici, ce sont les améliorations. Les améliorations, elles sont gratuites. Toutes les autres cartes du jeu étant payantes, coûtent du dollar, au moins des dollars. Ça va vous apporter des bonus, tout simplement. C'est gratuit et en plus de ça, le joueur qui s'y pose en premier va gagner $1 supplémentaire. Ça, c'est toujours agréable. Ça va vous faire augmenter sur différents critères. Alors, je vous le montre rapidement. On peut avoir des petits icônes comme ceci. Les petites icônes, il y en a plein dans le jeu. Il va y avoir notamment les icônes de pistolets. Les pistolets, ça va souvent de pair avec la criminalité, puisqu'en fait, ça va augmenter votre implication dans le monde criminel, sans forcément que ça se voit, parce qu'en fait si ça se voit, là ça fait augmenter votre criminalité, si ça se voit pas, c'est votre implication. À quoi ça va servir? Vous allez voir que ça va servir à aller chercher plus facilement de l'alcool de contrebande, et oui, donc forcément ça va être utile. Alors, on va pouvoir augmenter l'attractivité de notre club, on va pouvoir gagner des revenus, enfin ça peut être plein de choses. La ligne en dessous, c'est la ligne justement des criminels. Les criminels, on va les recruter. Et là, on commence à voir les personnages. Et c'est un des points forts du jeu. En tout cas, moi, c'est un des points que vraiment j'ai adoré. Tous les personnages dans ce jeu sont des personnes de la vie réelle, alors d'époque. Et en plus, dans le petit livret, que je ne sais pas où il est, parce que j'ai pas eu le temps de préparer, qu'on a reperdu du coup, eh bien, à la fin, vous allez avoir tous les personnages qui sont dans le jeu récapitulés, avec un petit texte, un petit paragraphe qui vous explique qui était cette personne dans la vie et qu'a-t-elle fait. Et c'est vraiment super intéressant. J'ai pas fini de les lire, mais je vais vraiment tous les lire. Il y a plein de personnes que vous allez reconnaître. Ce bon vieux Al Scarface Capone vous dit quelque chose, le fameux Al Capone. Et puis il y en a d'autres beaucoup moins connus et pourtant non moins intéressants, comme ici Earl Snake Hips Tucker, qui est un danseur. Je vous invite à aller voir ses danses sur YouTube, on trouve très facilement. Le Snake Hips, c'est son type de danse. Et on retrouve les prémices du hip-hop moderne, c'est assez impressionnant. Bref, je m'égare. On revient ici sur nos criminels. Ils vont venir la plupart du temps avec des symboles de pistolets qui vont me permettre d'avoir plus facilement de l'alcool de contrebande. Ils vont venir avec des symboles de billets. Les symboles de billets, ce sont des revenus. On va regarder les symboles de billets que vous avez obtenus et lors de la phase de revenus, ça va vous augmenter, vos dollars tout simplement. Donc ça se cumule. Ça va être très intéressant de le cumuler. Par contre, on voit que ils vont coûter des dollars et on voit qu'ils vont faire influencer un certain nombre de paramètres. Évidemment, ils vont plus ou moins vous faire avancer sur la piste de criminalité. C'est normal, ce sont des criminels. Ils peuvent également vous faire gagner de l'initiative, de la fame un peu, donc de l'attractivité, mais pas trop, et puis des fois des points de victoire. On va avoir ici le fameux alcool de contrebande. Et alors là, il y en a pour tous les goûts, vin rouge, bière, whisky, etc., etc. Ça coûte des dollars. Le coût peut être réduit par des pistolets. Et ça peut aller de manière exponentielle, ça peut être plus ou moins réduit par le nombre de pistolets que vous possédez. Ça dépend des cartes, les cartes sont vraiment toutes différentes, c'est aussi une des richesses de ce jeu. Ça vient également avec des symboles. Ces symboles, à quoi servent-ils? Eh bien, ça peut être en soi des revenus. Oui, cet alcool, vous n'allez pas juste le boire, vous allez quand même le vendre, ça risque d'être ce qui vous intéresse le plus, mais aussi pour aller attirer des stars. On va y revenir juste après. On peut se poser ici pour faire venir des artistes musiciens, des danseurs, des danseuses, etc. Ils ont également un coût en dollars qui est souvent assez élevé, quand même, et puis c'est pas n'importe qui, donc il y a le fameux Earl Snake Hip Tucker, Ethel Waters, Leonard Reed, etc., etc. Une fois de plus, ils sont tous récapitulés dans le bouquin, c'est très agréable. Ils viennent également avec des petits symboles qui vont être tout aussi intéressants que les symboles d'alcool. Ils viennent aussi également avec des petits bonus. On voit que ça va être souvent de l'attractivité et forcément c'est très logique. Dernier emplacement où on peut aller se poser ici, eh bien c'est pour aller attirer des célébrités. Ces célébrités, elles vont pas venir bosser dans votre club, en fait elles vont venir dépenser de l'argent et en fait le fait que ces célébrités viennent dans votre club à vous plutôt qu'un autre club, c'est ce qui va vous rapporter des points de victoire. Et donc là on retrouve des figures bien connues une fois de plus, notamment, je ne pouvais pas résister à la mettre, notre bon vieux Charles Chaplin, le fameux Charlie Chaplin, que j'adore, Gloria Swanson, Fanny Brice, il y en a plein d'autres. Il coûte évidemment de la fame, de l'attractivité, et ce coût peut être réduit par des petits symboles. Ces symboles qui vont vous être fournis par l'alcool et par les artistes. Et il va falloir le réduire ce coût parce que c'est quand même des stars, ils viennent pas facilement, ils coûtent très cher. Et ça va être votre source de points de victoire principale. Le jeu est pensé pour être joué en 6 manches. Et à la fin on va faire le total des points. Mais il y a un truc qui est très cool et qui est un petit peu la saveur ajoutée de ce jeu. Ça va être ce paquet ici, c'est le paquet d'événements. Il y a des news, il y a des événements qui vont se passer à chaque tour. On a des cartes événements dans notre main de départ. On va également tirer quelques petits événements au hasard à chaque manche.
Au début de chaque manche, on va tous aller face cachée, jouer une carte événement ou pas. Vous pouvez choisir de ne pas en jouer une si dans votre main il n'y a rien qui vous arrange. Ça va être des petits modificateurs de malus, de bonus, bruts ou selon certains critères. Par exemple, vous pourrez retourner une carte qui vous dit, celle-ci, c'est un très bon exemple, vol de nuit. Suivant comment vous êtes équipé, donc en petit pistolet, combien vous avez de porte-flingue en fait, vous allez perdre plus ou moins d'argent. Si je suis super bien équipé, je saurais me défendre, je perdrai rien. Par contre, les joueurs qui sont moins bien équipés que vous, ils se sont fait casser, cambrioler durant la nuit, ils vont perdre de l'argent. L'heure du jazz, super, plus vous avez de petits symboles comme ceci, de trombone, de saxophone, plus vous allez marquer de points de victoire, etc., etc. Il y a des actions dans le jeu qui vous permettent d'aller regarder les événements. Donc vous allez pouvoir anticiper ce que les autres ont mis ou pas avant de prendre vos actions et d'aller vous poser sur les différents lieux. C'est très malin parce qu'en fait vous allez dépenser un petit peu de l'énergie, de la pose d'ouvrier, etc., de la puissance de jeu pour aller anticiper des événements et pourquoi pas les renverser à votre avantage. Voilà, j'ai quasiment tout dit, il y a les petites actions ici, donc comme par exemple aller regarder les news ou faire de l'argent facile. Faire de l'argent facile c'est bien, ça vous donne 5 $ direct, par contre forcément vous allez être un petit peu plus criminel. On revient sur la criminalité et on a fini cette explication. En fin de partie, la personne qui a la plus de criminalité, qui va être le plus impliqué sur ce plateau ici, va se prendre un gros malus de points. Et la deuxième personne va se prendre un bon gros malus de points aussi. Donc criminalité, il faut faire très attention, mais parmi les célébrités qui peuvent attirer dans votre club, il y en a certains qui ont le petit symbole de vote comme ceci, comme ce bon vieux Jimmy Hines. Tout le monde le connaît, ce bon vieux Jimmy Hines, n'est-ce pas Alex? Vous allez pouvoir les soudoyer, donc vous allez pouvoir lâcher des petits dollars pour faire réduire votre implication dans le crime. Enfin, en tout cas, ça se voit pas, et si ça se voit pas, c'est que vous n'êtes pas impliqué. Voilà, la thématique est vraiment géniale, elle est poussée jusqu'au bout. C'est certes un jeu de poste d'ouvrier, comme on en a vu plein, non, pas comme on en a vu plein, parce que les événements, parce qu'il y a énormément de cartes qui sont toutes différentes, parce qu'on peut aller moduler plein de choses. Voilà, petit coup de cœur, vous l'avez compris. Juste à côté, le Amundsen versus Scott. C'est un jeu pour 2 personnes. Là aussi, on a évidemment une thématique historique puisque c'est le principe de la gamme. Sachez donc qu'en 1911, il y a eu la course au pôle Sud. L'extrême sud. Ces 2 personnes se sont lancées avec 2 expéditions différentes et en gros c'était le premier arrivé à l'extrême sud gagner en fait plutôt que s'allier oui. Franchement on va essayer d'y arriver mieux que les autres et bon sachez que dans la vraie vie Amundsen est arrivé en premier, il est revenu, sachez que Scott n'est jamais revenu. On va essayer de changer le destin de cette histoire. Un joueur va jouer Amundsen, l'autre va jouer Scott. Hop là, c'est un jeu de course, la thématique une fois de plus super bien portée. On va avoir des cartes ici dans un petit marché, on va avoir des cartes en main. À mon tour, je peux soit jouer des cartes, soit aller récupérer des cartes ici. Mais pour aller récupérer des cartes ici, je vais devoir sacrifier des cartes. Donc le coût varie, ça peut être la première qui est gratuite, ou je vais devoir me débarrasser de plus en plus de cartes pour aller récupérer les suivantes. Donc ça va faire énormément tourner la pioche. Attention, il ne faut pas faire trop tourner la pioche, parce qu'une fois que la pioche est passée 2 fois, les deux joueurs se perdent dans le blizzard à jamais, ils ne reviennent jamais. Donc en fait, les deux joueurs peuvent perdre. Ok. Voilà, ça peut être un moyen de saboter l'expédition de l'autre si vous sentez que vous ne gagnez pas, vous piochez. Je sais pas si le jeu est prévu pour, mais moi ça me donne envie. Oui. C'est un jeu de course, donc il y a un départ, il y a une arrivée. Vous allez donc jouer des cartes qui vont vous faire progresser. Ces cartes, elles vont correspondre à des couleurs, vous voyez, donc qu'on va avancer de case en case. À mon tour, je peux jouer, ici si la prochaine case c'est du rouge, je peux jouer une carte rouge pour avancer. Je peux m'arrêter là, je peux choisir de continuer à avancer, mais toutes les cases suivantes, elles vont coûter 2 cartes à chaque fois. Et ma main n'est pas illimitée, donc forcément je ne pourrais pas avancer de 18 cases dans le tour, ça paraît logique. Il n'y a pas que des cartes qui me font avancer, il va y avoir des cartes avec des événements, des cartes qui vont vous donner des petits bonus, mais également des cartes qui vont être là pour aller embêter votre adversaire. C'est un jeu où on se fait quand même des mauvais coups, notamment on peut dire, tiens tu t'es perdu dans le blizzard. Vous voyez qu'il y a des petites cases à côté des cases classiques, je ne sais pas si on les voit bien avec le petit point d'interrogation. En gros ça vous fait reculer votre personnage d'une sorte de case qui est en dehors de la piste, et il faudra arriver à jouer la couleur demandée pour revenir sur la case où vous étiez, et pour pouvoir reprendre la course. Donc en gros on va ralentir l'adversaire. Évidemment pendant ce temps-là, vous êtes occupé à jouer des cartes bizarres pour embêter l'adversaire, vous n'avancez pas. Et vous êtes en train de passer le paquet. Le paquet, il ne faut pas le passer en entier, je le rappelle. Le principe de jeu donc est assez simple, mais là où on se moque pas de nous, c'est que, comme vous le voyez, il y a 4 mini-extensions. En plus de ça, il y a une variante de jeu qui fait qu'on voit plus de cartes. Il est conseillé de jouer avec celle-ci pour débuter. Je pense que celle où on voit plus de cartes va être plus intéressante parce qu'on va pouvoir
anticiper les tours. Eh oui. Ça rend beaucoup plus intéressant, je pense. Les extensions, eh bien, il y a un plateau double face. En fait, c'est un plateau où on fait l'aller-retour. Donc c'est 1912, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils y sont retournés. Bon, cette fois, on fait l'aller-retour, d'accord. C'est pas juste on y va, on est content, on va essayer de rentrer, ce serait une bonne chose. Et il va y avoir une extension où on va pouvoir on va pouvoir déposer des ressources sur le plateau. Et en gros, quand vous allez arriver sur certains lieux, vous allez pouvoir récupérer des cartes que vous auriez programmées au préalable. Et il y a une extension, on va jouer la météo, une petite carte. On jette le dé va indiquer comment est la météo, ça peut aller à votre avantage et ça peut évidemment aller à votre désavantage ou à celui de votre adversaire. Bref, cette petite gamme, elle s'annonce mais alors super bien, moi je l'aime déjà. Il n'y a pas d'extension avec un alien qui contamine d'autres gens Non, mais c'est vrai que ça aurait mérité. C'est beaucoup moins historique, si je peux me permettre, Alex. Mais on va y penser, on peut faire une petite extension maison, on va y réfléchir. Voilà donc, ouais, comme je le disais, j'adore déjà cette gamme. J'ai beaucoup parlé de Cotton Club parce que la thématique me parle, mais c'est personnel. Les deux en ont vraiment dans le ventre, ça se sent. Et ben il nous tarde de vous présenter les suivantes. Stupefakes. Oui, merci. Tu veux le présenter? Non, c'est pour moi. Très bien. C'est parce que tu sentais que j'allais oublier. Hein. Oui, c'est gentil. Hop là. Ah ben la règle, c'est marrant ça. Regardez. Bah oui, vous avez eu du grand Antoine dans cette vidéo, oui. c'est magnifique. Stupefakes. Voilà, on voit tous les personnages. Hop, hop, avec le petit historique. Non, Mais c'est pas les personnages d'Harry Potter. C'est pas les personnages d'Harry Potter, pas du tout. Voilà, ça c'est très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Hop, on va faire de la place pour vous montrer le petit Stupefakes. Hop là, un jeu de Ludovic Maublanc. Ludovic Maublanc, vous connaissez probablement son nom. Et il a bossé sur des jeux, il a créé des jeux ou en auteur ou en co-auteur. Oui. Notamment les plus connus, ça va être Mr. Jack, par exemple. Dice Town. Noé. Ouais, top. Très bien. Il a également fait eh bien, le Cash and Guns. Oui. On va retrouver du Cash and Guns dans Stupefix, on va pas se mentir. Mais c'est pas un copier-coller avec une ambiance Harry Potter, avec un thème Harry Potter. Non, c'est quand même des règles un petit peu différentes. Que va-t-on faire? On va essayer de faire gagner des points pour sa maison. Je suis quelle maison, Alex? Toi, tu dois être Serdaigle, je pense. Serdaigle, c'est sympa. J'avais peur que tu dises Poufsouffle. Toi, on sait tous que t'es un Serpentard. Oui, ça c'est. Moi, je suis pouf souffle. Très bien. C'est bien d'assumer, c'est bien, bravo. C'est bien. C'est les gentils. Oui, c'est ce qu'on dit. On les appelle les gentils. Ouais. Pas vraiment, mais. Donc, le but du jeu, c'est de faire gagner des points à sa maison. On va avoir donc la boîte dans laquelle on va pouvoir aller mettre des cartes de points comme ceci, qui vont faire gagner des points, mais il y a plein d'autres cartes qu'on va pouvoir aller récupérer au centre de la table. Comment est-ce qu'on va récupérer ces cartes? Eh bien, c'est très simple, on va jouer plusieurs manches. À chaque manche, on va avoir chacun sa petite baguette magique. Il y en a 8 différentes. Et donc, vous allez préparer un sort, un stupéfixe en fait, avec votre baguette. Alors soit je décide de mettre un stupéfixe parce que j'ai envie de bloquer un autre joueur, j'ai envie de le stupéfixer, soit je décide de ne pas mettre de sortilège dans ma baguette parce qu'en fait des sortilèges on n'en a pas illimité. Et donc une fois que vous avez utilisé tous vos stupéfixes et que les autres joueurs le savent, vous n'êtes absolument plus crédible du tout. Donc il faut quand même laisser un petit peu le doute. Je prépare donc un sort, tout le monde prépare un sort, c'est en simultané. On va faire 1, 2, 3 et avec sa baguette magique, on va aller pointer un joueur, une joueuse de son choix autour de la table. On l'attaque avec notre stupéfixe. Évidemment, on va pouvoir se retrouver attaqué soi-même. Là, plusieurs cas de figure. Je suis pas attaqué, c'est bien, tant mieux, ça continue. J'aurai droit d'aller récupérer des choses ici. Je suis attaqué. Soit je dis, mais je suis sûr que vous n'avez pas mis des stupéfixes. Vous n'allez pas oser m'attaquer quand même. Puis bon, allez, c'est bon, tirez-moi dessus. Il se trouve que si je me fais stupéfixer, parce que bon, j'ai eu un peu trop la confiance, non seulement je pourrais pas aller récupérer des cartes ici, mais en plus je vais me prendre un jeton de retardataire. Bah ouais, j'étais stupéfixé dans un coin du château de Poudlard et je suis arrivé en retard en cours. Ça fait un petit peu tâche. En fin de partie, la personne qui aura le plus de retard va se prendre un gros malus de points pour sa maison. Ok. Ou alors, si je sens qu'on va me tirer dessus, je vois qu'on me vise là, il y a beaucoup trop de baguettes qui me visent, ça me plaît pas. Je peux faire un protego, hop là, je mets la baguette devant moi, et donc je fais un protego comme dans Harry Potter évidemment. Et donc là, je me protège, je ne prendrai pas de retard, par contre je ne prendrai pas de carte non plus. Une fois qu'on a résolu tout ceci, toutes les personnes éligibles, celles qui ne sont pas fait éliminer, celles qui n'ont pas abandonné, vont pouvoir aller se servir. Alors il y a une personne qui est le chouchou d'abord. Le chouchou se sert en premier, le chouchou ou la chouchou se sert en premier, et puis c'est probablement un Gryffondor. Il y a de grandes chances. Bon, on les aime pas trop, mais on les accepte. On va aller servir chacun notre tour. Ce sera pas nécessairement équitable. Il y a des tours où ça peut être équitable, il y a des tours où ça va vraiment pas être équitable. Tant pis pour vous. À part que, parmi les cartes à récupérer, vous pourrez récupérer la carte pour devenir le chouchou. Ça peut être intéressant. Oui. Vous allez pouvoir récupérer des points que vous allez immédiatement glisser dans la boîte pour faire des points de victoire. Et vous allez pouvoir récupérer des potions. Les potions, c'est des collections à faire tout simplement. C'est pas très intéressant d'en avoir peu, autant prendre des points. Par contre, si vous arrivez à avoir beaucoup de potions, vous êtes un expert en potions. Ce bon vieux rogue,
le meilleur personnage de la saga, il faut le dire, Bien le sûr. mieux écrit, eh bien, il vous aime bien, il vous met des points supplémentaires. Cool. Vous allez pouvoir récupérer des stupéfixes également. Et donc ça vous permettra de pouvoir attaquer plus facilement les autres joueurs. Est-ce qu'à tout moment on peut jouer la carte Dumbledore qui nous fait 2000 points pour la maison de son choix? Uniquement Gryffondor, hein, il a jamais été très partial quand même, il faut le dire. C'est vrai. Voilà donc l'idée. C'est un jeu qu'on peut jouer en solo, j'allais dire non, qu'on peut jouer chacun pour soi ou en équipe. Voilà, on peut jouer jusqu'à 8 et donc eh bien, on se met à 2 dans chaque maison et on va se faire des grands coups de stupéfix et puis à la fin on va compter les points. Donc voilà, ça reprend un peu la formule Cash and Guns dans cette boîte, alors qu'il doit respecter désormais donc la charte graphique du Wizarding World. Donc moi honnêtement je trouve pas que ce soit la boîte la plus attrayante que j'ai jamais vue, surtout que, vu qu'ils doivent respecter cette charte graphique, tous les jeux Harry Potter ont tendance à se ressembler. À l'intérieur, le matériel est cool. Ouais. Voilà, vraiment, je vous le dis, le matériel est vraiment cool. C'est pas juste histoire de dire, alors c'est les illustrations des films, on aurait préféré les illustrations des bouquins, enfin, les jeux Harry Potter c'est rarement parfait de chez parfait, mais pour le coup, les fans d'Harry Potter vont vraiment s'éclater. C'est un vrai bon jeu d'ambiance. Hop. Qu'est-ce que je dois présenter maintenant? Alice, cerveau. Je sais pas si on entend la musique, mais nous on l'entend vachement. C'est un truc très reggae là. Tchoc, tchoc, yeah, yeah. Ah ouais, tu portes le reggae en toi, c'est impressionnant. Ah, de ouf. J'adore le reggae. J'aime pas trop ça. Par contre, j'aime beaucoup. Ça a l'air très bien ça, Précognition. J'y ai pas encore joué, je vous avoue. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer. La Précognition, boîte est très intrigante. Ah oui, très intriguant. Ça m'a fait penser un petit peu à Abyss, moi, les espèces de. Ouais, Alors ouais, c'est complètement. très bizarre Précognition dans le thème, puisque c'est des espèces d'humains qui ont muté en forme de poisson et qui vont sortir à travers un fleuve pour aller chercher des vrais humains et essayer de les guérir et puis de les amener le plus loin possible dans une zone qui n'est pas contaminée. C'est un jeu donc des ludonautes qui ont quand même remporté l'As d'or cette année. C'était l'As d'or initié pour Living Forest. Exactement. Donc bravo à eux, ils ont encore fait un beau travail sur l'édition. Et la même chose, l'édition elle est impeccable. C'est un jeu de Julien Potière et c'est illustré par Sébastien Quévot. C'est pour 2 à 4 joueurs si je dis pas de bêtises. C'est des parties d'environ 1 heure, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ça va dépendre du style de joueur que vous êtes. Je pense qu'on est sur du initié. Même chose pour les ludonautes à chaque fois. Et c'est à partir de 12 ans. Ici, ce qui va y avoir entre autres, c'est que chacun des joueurs va avoir du coup un petit plateau comme ceci. Donc c'est un plateau comme ça de bateau avec des petites encoches qui vont se mettre ici. Évidemment, elles sont recto-verso. Il y a un côté au verso qui est un peu plus expert pour des plateaux asymétriques. Ok. Ici, on a un plateau qui est commun. En fait, c'est un fleuve. Ça va être un contour en fait. Au début, on va commencer ici et on va avoir des petits événements sympas qui vont arriver. Et après, dès qu'on va arriver par là, c'est pas des ressources qu'on va gagner, mais plutôt des ressources qu'on va perdre. Donc forcément, ça va pas trop bien se passer en avançant. Et c'est un jeu qui va se dérouler en gros en 3 phases. Et la première phase, ils appellent ça le Dual Select System. En fait, c'est une sorte de draft, mais qui va être guidé avec 2 cartes importantes, qui sont des cartes en fait qui vous indiquent ce que vous jouez. Des cartes que vous allez, une carte que vous allez donner à votre voisin de gauche, parmi celles qui sont visibles devant vous. Et 2 cartes que vous n'allez pas jouer, mais du coup vous les donnez à votre voisin de droite. Ok. Donc déjà ça vous donne des possibilités en termes de programmation. Qu'est-ce que je vais, par rapport à ce que je pioche, jouer? Qu'est-ce que je vais donner par rapport à ce que lui a programmé? Donc ça vous donne déjà une bonne réflexion. Ici sur ce plateau-là, on va avoir notamment de la nourriture. C'est important pour les humains, parce qu'ils ont besoin de se nourrir lors notamment de la fin d'une phase. Et vous allez avoir également ce qu'on appelle des immunes. Et les immunes, eux, en fait, ils sont un peu des protecteurs d'humains. Ils vont éviter que les fléaux arrivent et tuent vos humains. Et ils vont surtout essayer de soigner les humains. Au début d'ailleurs, on n'en a que 4. Je vais faire un truc comme ça, voilà. Voilà pour la jauge de fléau. Comment, ici pardon, on a des machines, j'en ai pas parlé mais j'y reviendrai. Comment ça se passe un tour? C'est extrêmement simple. On va avoir la première phase de pioche. Donc je vais piocher 2 cartes de mon paquet, donc c'est vraiment un paquet qui nous est propre. Ces cartes-là, elles sont dans ma main. Je vais vite fait vous montrer un peu l'iconographie d'une carte qu'on va pouvoir jouer. En haut ici, c'est extrêmement simple, c'est le gain que vous aurez pour la carte que vous jouez. Donc ici, 2 humains malheureusement contaminés qui viendront se mettre en haut du plateau. Et ici, un immune que vous allez gagner. Ici, ça va être une action bonus, un gain en plus, si vous respectez la condition qui est juste au-dessus par rapport aux couleurs de vos cartes. Il faut qu'elles soient identiques à la couleur indiquée. Voilà. Ici en bas, ça va être le coût en humain pour justement jouer ces cartes-là. Mais j'y viens. Donc, début de la phase, je pioche 2 cartes. Et là, il faut que je choisisse. Donc simultanément, on choisit tous ce qu'on va faire de nos 4 cartes expédition. J'ai déjà une première carte que je vais essayer de jouer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, je vais la cacher sous cette carte-là, pour indiquer que ça, c'est la carte que je vais jouer. Donc personne ne la connaît. Elle peut venir de ma main, mais ça peut être une des cartes qui est ici. Donc moi, je décide de jouer celle-ci. Ça, c'est une carte que je vais donner au joueur de gauche parmi les 3 que j'ai. Donc je vais lui dire, écoute, parmi les 3 que j'ai, pardon, parmi les 2
on voit qu'il y a un œil ici, c'est parmi les 2 cartes visibles, autant pour moi. Ok. Donc là c'est une des 2, donc je me dis bah là j'ai bien envie de faire le combo à bleu-bleu, donc je vais plutôt lui donner celle-ci. Je regarde si ça l'intéresse pas trop, parce que bon, attends, voilà. Donc ça c'est ce que je vais lui donner, évidemment je le cache pas, hein, je l'indique à l'adversaire ce que je vais lui donner. Et ici bah, c'est 2 cartes que je vais donner à mon voisin de droite, tout simplement. Et comme bah, mon voisin de gauche veut aussi me donner 2 cartes, bah, je vais me retrouver forcément avec 2 nouvelles cartes que mon voisin de gauche m'aura données, tout simplement. Hop, on va faire ça comme ça. Une fois que c'est fait, bah, ça c'est la carte que je vais jouer. Hop, ici on va se retrouver avec ça qui est là-bas. Et du coup je vais avoir possibilité de jouer des cartes. Et en fonction des cartes que je vais avoir, bah, je vais pouvoir les activer. Quand je vais activer des cartes, je vais prendre cet exemple-là. Hop, à ce moment-là, chacun de son tour va regarder ce qu'il active. Et là par exemple, bah, je vais gagner des humains. Et ça va indiquer un nombre d'humains que je vais gagner également par rapport à la carte qui vient juste après. Donc en fonction de comment les cartes seront placées, je vais gagner des humains. Là normalement j'en gagne aucun parce qu'il n'y a pas de carte qui vient juste après. Mais ça c'est plus tard dans les parties, c'est juste pour vous indiquer éventuellement ce que vous allez gagner. Il y a des valeurs qui vont varier en fonction de ce que vous jouez. Ici on va gagner du coup un bonus parce que du coup il va y avoir la condition de rempli, c'est 2 cartes de même couleur. Et donc du coup les 2 cartes ici gagnent le bonus. D'accord. Évidemment avant ça, il faut que je paye le coût. Ça c'est la valeur qui vient juste avant. Donc là je vais payer 4 humains pour en gagner 2. Ici du coup c'est pas la valeur d'après, c'est la valeur juste avant, donc 2. Je vais gagner 6 humains en fait avec ce bonus là. Donc je vais payer 4, mais je vais en gagner 6. Le truc c'est que mes 4 vont être payés de cet emplacement là. Donc je paye 4 ici. Pour en gagner 6, mais attention, ces 6 là ils sont au-dessus, ils sont contaminés. C'est rappelé par le biohazard ici. Ok. Ça c'est important parce qu'il y a des humains. Pour gagner la partie évidemment il va falloir avoir le plus d'humains soignés on va dire. Non contaminés. Sinon vous allez pas, ça va pas remporter des points d'avoir des humains contaminés. Je vais gagner également 2 immunes, donc je vais les récupérer ici et je les mets là, hop. Et du coup les humains je les ai déjà gagnés, voilà. Donc ça c'est mon tour, j'ai payé mes cartes. Ensuite une fois que j'ai fait ça, alors la petite subtilité c'est que des fois il y a des cartes, si je prends, je sais pas moi cet exemple là par exemple, il y a des fois des cartes, je me dis j'ai pas le coup pour payer, mais je peux en faire qu'une seule si je veux. Mais dans ce cas là je paye pas le coup, mais j'ai ni le bonus, j'ai rien, j'ai juste ici. Donc c'est pas vraiment fifou, il faut essayer au mieux de connecter vos cartes et pouvoir au moins payer les 2 cartes si vous voulez avoir des gains. Hop, on reprend ça comme ça. Une fois qu'on a ça, en fait, quand on va gagner notamment des énergies, c'est là que va arriver le gain d'énergie ici, qui peut être intéressant, et notamment pour activer des machines. Parce que lorsqu'une machine est active, si je remplis les conditions, donc là on va plutôt dire que, dans l'exemple, si je suis comme ça, cette machine-là va s'activer. Pourquoi? Parce que la condition c'est d'avoir une carte bleue et une carte différente. Elles sont bien mes 2 cartes différentes jouées. Ma machine est active, je gagne un bonhomme. Donc, ok. Je récupère un bonhomme, je le récupère ici. Et chaque fois, les machines ici vont pouvoir s'activer à cette phase-là. Une fois qu'on a fait ça, en fait, les humains, ils vont pouvoir être soignés en fonction du nombre d'immunes que vous avez. Et donc là, j'ai 4 immunes, c'est rappelé ici. Un immune soigne un humain. Donc hop, les 4 qui sont ici, je les récupère. Tout simplement. Donc là, je soigne mes humains grâce aux immunes. Ce qui va se passer pendant la partie, parce qu'en fait, votre paquet de cartes, il va évoluer en fonction des saisons. Au début, à la saison 1, puis après, on arrive à la saison 2. Il peut y avoir ce qu'on appelle des fléaux. Voilà. Ça, par exemple, c'est un fléau. Alors, souvent, les cartes sont hyper intéressantes en termes de bonus. Elles ont un coup fort. Et parfois, il y a du fléau. Alors, le fléau, le problème, c'est que c'est cette piste-là. Ok. Quand vous aurez du fléau, c'est à ce moment-là que vous allez compter le fléau. Et par fléau, juste après, vous allez du coup perdre des humains autant que votre valeur de fléau. Alors là, l'idée, c'est que du coup, je peux choisir où est-ce que je perds. Est-ce que je perds cela? Est-ce que je perds cela? Bon, je vais aller chercher des gars contaminés, et malheureusement, je ne pourrais pas les soigner. Bon, bah, je décide d'en perdre 2. Voilà. Ce que je peux faire, pour éviter ça, c'est que je défausse un immune pour protéger de 2, en fait. Hop. Et comme ça, au moins, je ne perds pas d'humains. Donc les immunes, c'est intéressant parce que ça soigne les humains, donc ça vous donne plus d'ouvriers, entre guillemets, pour pouvoir faire des actions. Mais par contre, pour protéger et pour décontaminer vos humains, il vous faut des immunes. Donc là, il y a vraiment une sorte de balance à avoir entre les humains contaminés et non contaminés et les immunes. Ce qui va se passer après, c'est qu'on va devoir évidemment nourrir les humains. Donc les humains en fait ici qui sont contaminés, on ne va pas les nourrir. Mais par contre ceux qui sont là, il faut les nourrir. Donc du coup là j'ai 8 en valeur de ressources, j'ai 4 bonhommes à nourrir. Et je paye 1, 2, 3, 4, voilà, je suis ici. J'ai encore un peu de marge, mais il faudra que je pense quand même avoir de la nourriture. Une fois que j'ai fait ça, le bateau va avancer. Et vous voyez qu'ici, donc là j'étais déjà ici, mais admettons, hop, j'avance ici, là vous voyez que c'est une grosse tuile, ça marque en fait la fin de la première, on va dire du premier âge entre guillemets. Et ici du coup, ça indique justement les humains, comme je vous l'ai dit, les nourritures à payer. C'est à ce moment-là en fait qu'on paye les humains, tout simplement. Donc là voilà, c'est la grosse phase où justement ça va se rajouter la nourriture pour les humains. Mais plus tard ici, quand on va révéler des cases, voilà, là je suis obligé de payer 2 de nourriture. Ok. Mais par contre je peux annuler l'effet si je paye un immune. Et là, l'immune, il protège de ce truc-là. Si par exemple je suis à 0 de thunes, je me dis ah ouais, mais là j'ai pas de quoi payer en fait. C'est pas grave, je perds un immune et du coup je protège. Tout simplement. Parce que si jamais je nourris pas mes ouvriers, du coup pareil, je vais perdre des ouvriers. Il faut faire attention. Donc c'est un petit jeu en fait qui va
coupler à la fois le jeu de gestion de ressources, le placement d'ouvriers, notamment le jeu, non pas de deck building, mais de programmation de cartes. Là, on est vraiment sur un jeu à combo, où il faut essayer de regarder ce qu'on peut programmer pour comboter au mieux, pour que les cartes que les autres joueurs vont me donner vont comboter avec ce que je vais avoir après. Et vu que les cartes sont, on va dire, progressives, parce qu'au début on a l'âge 1, puis l'âge 2, puis l'âge 3, l'âge 3 vous avez des trucs énormes, par contre ça va être très coûteux, donc il faut mettre en place au début la machine, et le jeu vous prend en main toutes les premières cartes jouées, et après au fur et à mesure on vous laisse, et on vous dit, bah là maintenant c'est plus de la bouffe que tu gagnes, tu dois la payer, maintenant si tu veux pas avoir tel effet, bah, tu payes des immunes, etc. Ça a l'air d'être un jeu pas très compliqué, je pense qu'il se prend en main en 2-3 tours. Ok. Mais par contre, votre cerveau, il va quand même vachement réfléchir 3-4 tours à l'avance pour savoir quelle est la meilleure optimisation. L'avantage aussi, c'est que vous avez un jeu qui est en compétition de base, vous pouvez y jouer en équipe et vous pouvez y jouer en coopératif, tout est indiqué dans les règles. C'est hyper bien fichu, encore une fois, je pense que les ludonautes ont fait fort parce que là, c'est un jeu qui va encore s'adresser à un public un poil au-dessus de ce qu'ils ont. Je rappelle que quand même, les ludonautes, c'est Colt Express, donc officie mon jeu de programmation, d'ambiance. Ça l'est. Là, on change avec Living Forest, qui est quand même plus joueur, et là, voilà, avec les préconitions, on est sur quelque chose d'un peu plus costaud. Donc c'est cool, ça monte en gamme et ça suit en fait sa clientèle, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeux comme ça, édités, et franchement, très très bon rappel sur les différents visuels, pour les bonus, pour les pertes, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, préconition. Moi, ça m'a moi j'ai envie de jouer, voilà, c'est sûr, c'est bon, tu m'as convaincu. L'autre jeu que je vais vous présenter, mais alors très rapidement, parce que malheureusement je peux pas vous en parler, et je pense que les personnes qui tombent dessus ont déjà lu ça à haute voix et sont en train de ricaner derrière leur écran. Je vous entends, ça ne se prononce pas comme vous le pensez, ça se dit Bitoku. Ok, alors on dit pas d'autres mots, et c'est un jeu de chez Yellow, c'est un jeu de David Turkzy. Donc normalement Turkzy c'est celui qui fait des jeux en T, je crois. Là il a contrecarré, je crois, le plan. C'est illustré par Edu Valls. Et pardon, non, c'est Mécanique, pardon, de David Turkzy. En fait j'ai confondu parce que le jeu c'est de German Milan. Pardon, j'ai vu les deux icônes, je me suis dit c'est bizarre, Turkzy. Donc du coup Turkzy il a travaillé dessus. Bitoku, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu du coup de chez Yellow, c'est des parties, je pense qu'on peut compter 1 heure par joueur si ce n'est plus, pour 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo. Je vous montre quand même le design parce que la boîte est incroyablement belle, mais alors le contenu, c'est oufissime. Alors là, on est sur un jeu qui va vraiment tout coupler. On a un petit plateau personnel qui va évoluer en fonction de nos choix, sur lequel il y aura des dés. Qui dit les dés dit placement d'ouvriers. Qui dit du coup des petits jetons qui vont se placer sur le plateau pour débloquer des actions bonus qu'on a sur notre plateau personnel. On va avoir des cartes. Les cartes servent quand on les joue à débloquer des dés parce qu'au début ils sont pas comme ça, ils sont pas gratos, il faut les débloquer. Et en fait ces dés là dans le placement d'ouvriers, en général les dés vous les placez sur cette rivière là. Et alors là il y a une sorte de bascule, de balancier entre les dés qui vont parcourir les différents courants de la rivière entre guillemets. Et les gains ne sont pas les mêmes dans tel ou tel endroit en fait. Vous avez un haut de rivière et un bas de rivière entre guillemets. Au-dessus vous aurez des cartes, en dessous vous aurez différentes ressources. Je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que c'est un jeu, quand vous allez devoir l'expliquer, vous en aurez pour 30, 45 minutes, 1 heure d'explication. Il y a des chances, oui. Parce qu'il y a plein de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu normalement qui se dure en 4-5 phases. Chaque phase est découpée en fait en 4 saisons. Les saisons ça va être été, printemps, automne, hiver en gros. La plus importante de ce que j'ai compris, c'est l'été, parce que c'est là où on joue nos cartes. Le reste, ça va être plutôt de la maintenance, entre guillemets. C'est des petites phases comme ça qui vont se greffer à la phase d'été. Et à la phase d'été, c'est là en fait où vous allez pouvoir placer vos ouvriers. Mais comme je le disais, les ouvriers, c'est des valeurs de dés. Les valeurs vont avoir un impact avec les autres joueurs, mais aussi là où vous allez vous positionner. Et ensuite, pour débloquer vos dés, pour les rendre disponibles, il faut jouer des cartes d'esprit que vous récupérez. Ces cartes-là, elles vous donnent des pouvoirs, mais aussi des gains, des points de victoire, sous certaines conditions. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, de réalisation d'objectifs. Il y a, de ce que j'ai vu, d'un aspect un petit peu de deck building, parce qu'on recrute des cartes quand même, donc ils vont s'ajouter à un deck de base qu'on a tous. Bref, c'est un jeu qui va déjà intéresser tous les gros joueurs vraiment expert. Là pour le coup Yellow revient dans la catégorie expert parce qu'avec les ruines de Narak on était sur de l'expert, mais de l'expert accompagné, ce que j'avais adoré justement dans Narak et ce que j'avais adoré dans Khora, parce que c'est des jeux experts certes mais qui sont pas incompréhensibles, c'est vrai. et qui sont pas en masse d'informations incompréhensibles. C'est vraiment très clair, c'est très fluide pour des jeux experts. Là on reste quand même sur la fluidité, c'est un jeu qui est très beau. Par contre masse d'infos, masse de très exigeant, c'est une soupe de points à la fin vraiment, donc il faut pas se lancer dessus. Si vous vous dites tiens on a joué à Seven Wonders Architect, j'ai bien envie de me faire un Bitoku, ça va être compliqué. C'est pas de suite je pense le Bitoku, il faut déjà passer par des petits jeux mais une belle promesse derrière. Voilà exactement, donc là on est sur quand même un très beau jeu. On n'en a pas beaucoup,
Bitoku, pas beaucoup, pas mal. Donc n'hésitez pas à foncer sur Bitoku et essayez de regarder quand même des règles un peu plus en profondeur pour savoir si c'est vraiment le style de jeu. Parce que là, vraiment, on est sur de la cible expert pur. Voilà. Déconseillé pour les âmes sensibles. Yes. Par contre, ce que j'ai conseillé aussi pour les âmes sensibles, mais les joueurs un peu plus de horreur, ça va être Lockdown. Et de jeux d'ambiance. Un jeu d'ambiance, évidemment, puisque là, dans Lockdown, il y a vraiment un côté roleplay qui était important. Parce que dans Lockdown, il y a des zombies qui vont nous attaquer. Voilà, on est dans un côté post-apocalyptique. Et les zombies arrivent. Nous, on est plusieurs familles, chacun va jouer une famille, et on va se regrouper dans un centre commercial avec, entre autres, 6 grandes salles dans lesquelles on va pouvoir se déplacer, tout simplement. Ici, c'est un jeu de survie. La partie va prendre fin quand il y aura autant de personnages ou moins que de joueurs autour de la table. Donc si, mettons, on est 4 joueurs, s'il n'y a plus que 4 personnages tout confondus, eh ben, on va regarder celui qui a le plus de points de victoire, et celui qui a le plus de points l'emporte, tout simplement. Lockdown, c'est avant tout un jeu d'ambiance, horreur, mais vraiment très fourbe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Lockdown, vous allez avoir différentes salles. Et la première phase du jeu va consister en fait à savoir qui va aller récupérer des objets dans le parking qui est ici. Donc dans le parking, il y a un camion de livraison et il y a un joueur pour lequel on va voter, qui va dire ok, toi en tant que joueur, on va voter pour toi. Tu vas pouvoir piocher 3 cartes, tu vas t'en garder une, tu vas donner une autre carte au joueur de ton choix et ensuite l'autre tu vas la défausser. Donc quand on fait des systèmes de vote, il va y avoir un principe où chaque jeton qui représente une personne de notre famille va avoir une capacité spéciale. Je fais très vite le tour des jetons qu'on peut avoir. Si je prends les jetons verts, exemple, l'un des premiers jetons qui est très important, c'est le bloqueur. Le bloqueur, il a une force de 2, c'est important la force contre les zombies, vous verrez. Et il rapporte 5 points. Et il vaut une voix. Ici, le jeton ici vert, donc même chose, chaque joueur va avoir le même type de jeton, hein. Donc un bloqueur, ce qu'on appelle un leader avec la petite bulle qui lui vaut 2 voix, il a une force de 1, mais il vaut 3 points en fin de partie. Et on a ce qu'on appelle les chialeurs. Les chialeurs, c'est ceux qui attirent le plus de zombies, et donc forcément ils valent le plus de points. Leur pouvoir, c'est pas un pouvoir, c'est un défaut. Ils chialent, donc il attire du zombie. Donc c'est plutôt mauvais. Il y a aussi un autre pion que j'ai pas mis là, parce qu'on va simuler une partie à 4 joueurs, mais à plus de joueurs, on va pas utiliser ce pion là, mais on a des inutiles. C'est pas très cool, mais bon, c'est vrai que dans toutes les familles, quand on a 2 enfants, il y a toujours le préféré et l'inutile. Évidemment, l'inutile, on va pas l'utiliser, mais pareil, c'est pas un personnage qui va être, comme son nom l'indique, utile. Donc ce qui se passe, on a ici un petit rappel sur ce compte tour là. À chaque phase de jeu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va du coup choisir qui va aller piocher les cartes. Mettons, on a voté, c'est moi qui pioche les cartes. J'en pioche 3, donc dans les cartes, je vous les montre. Il y a plein d'objets très sympas. Hop, on peut choper une tronçonneuse, ça peut aider contre des zombies. On peut choper de la bouffe, ça peut être pas mal si jamais on veut leurrer des zombies, entre guillemets, et dire ah non, moi ils me bouffent pas parce que je leur donne de la bouffe avant. C'est du Super Cats d'ailleurs. Oui, excellent le Super Cats. Très très bon Easter eggs. Et ici, on va avoir aussi le moyen de se protéger contre des zombies avec de la bouffe. Voilà. Donc là, par exemple, j'en choisis une, je vais dire ah, tronçonneuse, c'est quand même pas dégueulasse. Toi, tiens, je vais te filer de la bouffe, et puis le Super 4, personne l'aura. Voilà. Hop, ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir une phase aussi de vote pour savoir en fait qui va récupérer le badge de sécurité. En général, il y a un joueur qui se retrouve dans la salle de sécurité et ce jour-là, pareil, il y a un même système, des systèmes de vote. On va voter qui récupère le badge de sécurité. Le badge de sécurité vous permet de lancer ces dés-là secrètement. Vous allez lancer vos dés pour celui qui contrôle le badge de sécurité qui est ici, magnifique badge de sécurité. Voilà. Ce badge-là vous permet de lancer les dés et ça indique dans quelle salle va arriver les zombies. Donc là, le joueur qui a la sécurité regarde ça secrètement, il fait OK. Donc 5, 6, ça pue. OK, très bien. Et donc ça, il le garde secrètement. Il est tranquille, hop, il a ça pour lui. Une fois qu'on a fait ça, on va du coup choisir secrètement où est-ce qu'on se déplace. Donc du coup, là, nous, on a tous un petit plan de la ville. On va utiliser cette petite carte-là pour se cacher. Et on va dire OK, bon bah moi, secrètement, je pense que je vais aller ici. Alors évidemment, ce que je peux faire, c'est consulter le choix de celui qui a la contrôle sur le badge de sécurité dans la zone de sécurité parce que lui, c'est le seul qui va devoir dire à haute voix, il dit bah voilà, moi je vais dans la salle numéro 5 ou je vais dans la 3. Donc forcément vous dites tout le cas. Alors lui, il va dans la salle 3. Ça veut dire que s'il va dans la 3, c'est que normalement là-dedans ça pue. Donc je vais peut-être pas aller dans la 5 ou dans la 6, je vais plutôt aller dans la 3. Le problème, c'est qu'on le voit ici, vous avez des emplacements dans différentes zones, notamment ici, et ce sont des emplacements limités. Donc si jamais, au moment où on a tous sélectionné secrètement, ensuite on va révéler et dire où est-ce qu'on va, si jamais on est trop nombreux à aller dans un emplacement qui est pris, mettons on est comme ça, un joueur dit bah moi j'ai mis la 3, j'aimerais bien y aller, bah tu peux pas, ah mais du coup je vais où? Bah tu vas là où il y a de la place, c'est-à-dire ici. Et là ça pue un peu parce que c'est un emplacement où tout le monde peut se retrouver parce que la zone a été bloquée, et du coup bah, il peut y avoir malheureusement des chialeurs qui vont attirer un max de zombies. Il faut faire hyper attention. Une fois qu'on s'est placé là où on voulait, ou malheureusement là où on est obligé d'aller, et bah du coup il va y avoir l'apparition des zombies. Donc
en fonction de ce qu'a révélé ici la salle de sécurité, ici on va rajouter un zombie dans chaque salle, comme indiqué par rapport au numéro. Donc là, la salle 5, ça pue, et la 6 aussi. En plus de ça, on va rajouter, donc je vous le donne ici, hein, la 3-5 par exemple, du coup, ici on va vous donner vos 3 petits 5, hop, un zombie ici, un autre et un autre, hop, tac. Et ici, il y aura un zombie. Et un zombie supplémentaire, pourquoi? Parce que c'est une zone dans laquelle il y a le plus de chaleur. Et donc, comme il y a beaucoup de chaleur, on rajoute un zombie supplémentaire. D'accord. Voilà. C'est tellement immoral, on adore. Ce qui se passe ensuite après, on regarde dans chacune des zones le nombre de zombies qu'il y a par rapport au nombre de survivants qu'il y a. Donc là, par exemple, on est sur 3 zombies avec 3 personnes. Donc la force, c'est bon, est supérieure. En plus, il y a le bloqueur qui vaut 2. Donc là, comme les zombies sont inférieurs au nombre, même si c'était égal, ça marche aussi, on bloque. Là, le problème, c'est que si on est ici, par exemple, ici ça va, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ici ça pue. Parce que là, il y a beaucoup de zombies et il n'y a pas assez de personnes ici pour bloquer. On est sur 1, 2, 3, 4, il y a 5 zombies, c'est supérieur. Dans ce cas-là, on va voter pour savoir qui meurt. Alors là, le joueur orange est avantagé. Pourquoi? Parce qu'il a un vote supplémentaire. Il en a ici, il a 3 votes face à 1. Donc là, le vote, il est plutôt pour lui. Si on vote pour savoir qui meurt, forcément, le joueur jaune va crever. Pourquoi je mourrais? Je pourrais très bien utiliser une tronçonneuse pour virer 2 zombies, boum. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on est suffisamment nombreux. Et là, c'est le petit côté Galérapagos où vous gardez vos cartes, vous dites hop là, et c'est bon, je balance de la bouffe, personne n'a vu. Voilà, donc ça, c'est le petit très cool avec les cartes où on peut les jouer à tout moment. Une fois qu'on a fait ça, du coup, après, on va recommencer des phases. Vous verrez qu'au fur et à mesure qu'il y a des morts, on va du coup rajouter plus de zombies, il va y avoir plus de dés qui vont s'enclencher. Et je rappelle, la fin de la partie s'enclenche quand il y a un nombre de survivants égal ou moins au nombre de joueurs autour de la table. C'est vraiment un jeu d'enfoiré, entre guillemets. On va vraiment essayer de pousser les autres à crever. Et dès qu'on a plus que nos personnages à nous, en général, on est sûr qu'on va gagner la partie. Voilà. Donc je vous invite vraiment à y aller en roleplay, en jouant en disant mais tu vois, moi je suis un vrai costaud, donc je peux t'aider, on va vaincre les zombies. En plus j'ai des tronçonneuses, c'est pas vrai du tout, j'ai une épingle dans mon sac. Mais voilà, c'est un truc super fun, il faut le jouer en roleplay. Le matos, je le précise, tout est en bois. C'est extrêmement bien édité. Là pour le coup. Très agréable. Vous le voyez, ils sont très épais, on se moque pas de vous. Et je précise d'ailleurs que c'est un jeu de Nicolas Normandon, donc c'est la réédition de City of Horror. Donc réédition mais retravail aussi, parce que City of Horror il n'était pas tout à fait comme ça. Mais c'est un peu le même système. Donc Nicolas Normandon est dessus, avec l'illustration de Vincent Lefebvre. Voilà. Et je pense qu'on va passer à la suite. Actu JDR. C'est parti, c'est bon Alice, tu es prête à tout noter sur Instagram? Je note. Ok, hop là, on fait tout en direct live. La nouvelle boîte d'initiation de Free League, Free League pour l'anneau unique, la nouvelle version. Dans cette boîte d'initiation, vous allez trouver des personnages pré-tirés, il y en a non pas moins que 8, un livret de règles forcément, un recueil sur l'univers de Tolkien, c'est toujours bienvenu. On va trouver donc également un petit livret avec 5 aventures à l'intérieur. 5 aventures pour une bonne initiation, c'est quand même bienvenu également. Des feuilles des personnages, je l'ai déjà dit, des cartes d'objets, des cartes de personnages, etc., etc. Ça a l'air très complet. Je ne l'ai pas ouvert, j'aurais bien aimé pouvoir l'ouvrir évidemment pour pouvoir vous la montrer. Mais j'ai regardé les petites reviews, m'a l'air bien complète cette boîte de l'anneau unique. Boîte d'initiation, nouvelle édition. Juste à côté par Arcane Asylum pour Vampire la Mascarade, la nouvelle édition, toujours. Sabbat, la main noire. Alors ça c'est très bienvenu puisque le Sabbat c'est quelque chose de très important dans l'univers de Vampire la Mascarade. C'est en gros les méchants, on va dire. Bon, les méchants c'est un peu nous parce qu'on est des vampires d'une certaine manière, en tout cas du point de vue des humains. Mais il y a les méchants des méchants. Ouais, c'est un peu ça. Exactement. Okay. Nous on joue la Camorra, je ne sais plus. La Camarilla. Camarilla. Ouais, c'est ça. Attends, mais elle me sort des trucs de rôliste, c'est génial. Hop là. Tu rôlistes aussi, hein. C'est vrai. Hop. Et le sabbat, c'est les méchants. C'est un petit peu. Pour eux, les humains, ça devrait être du bétail, ni plus ni moins. Il faudrait arrêter de leur faire croire qu'ils ont une vraie civilisation. C'est un peu ça l'idée. Et donc c'est un supplément d'univers, ni plus ni moins. C'est vraiment surtout de l'univers. Je sais pas s'il y a des suppléments de règles ou quoi. En tout cas, c'est pas présenté comme ça. C'est bien aussi d'avoir des suppléments d'univers. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, le sabbat c'est très important dans Vampire la Mascarade. On va également avoir 2 suppléments pour Shadowrun, la 6e édition. Là, Shadowrun, ils sont à fond. Alex, tu l'as dit juste avant. C'est vrai qu'on a très souvent des suppléments. Autant il y a des gammes, on peut se plaindre, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de volume. Autant Shadowrun, c'est vraiment pas le problème. Donc on a Voix occulte, c'est des suppléments d'univers, les deux. Mais Voix occulte, ça va être aussi un supplément de règles, de supplément de règles de magie. Bah ouais, parce que Shadowrun, c'est du cyberpunk, mais c'est du cyberpunk avec de la magie, des démons, des dragons, des orques, des trolls, des elfes, tout ce que vous voulez. Et la magie en soi, elle est assez complète et complexe, puisqu'en plus elle se mêle à la technologie. Et voilà, ce volume va vous donner encore plus d'options et rentrer un petit peu dans les détails du pourquoi, du comment de la magie. Lui, par contre, c'est un vrai supplément d'univers, réalité à la dérive, avec
un scénario fourni avec. J'ai essayé de le lire pour comprendre de quoi ça parlait et apparemment ça parle de réalité alternative. Voilà, évidemment, je rentre pas dans les détails, je savais pas. C'est à la mode en fait. Oui, la réalité alternative, les multivers, tout ça, c'est à la mode. Alors, c'est à la mode certes, dans Shadowrun, ils n'ont pas attendu que ça soit à la mode pour en parler et bon, évidemment, il y a toujours des petits de suppléments, il y a toujours des PNJ, des choses comme ça. Donc, non seulement vous avez un scénario que vous pouvez jouer comme ça en brut et vous avez tout un tas d'éléments qui vont pouvoir vous servir pour vos propres aventures. Le jeu de rôle Magazine Automne 2022, le numéro 59 est arrivé. Dedans, il y a pas mal de Fallout et il y a pas mal de Donjons et Dragons. On dirait qu'il y a un gros focus sur ces deux licences, mais pas que. Si vous connaissez un petit peu, eh bien, voilà, vous savez que c'est très très complet. Si vous ne connaissez pas Jeu de rôle Magazine, eh bien, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors, ça parle pas que de jeux de rôle, quand même essentiellement, mais des fois il y a des petits focus sur des séries, sur des jeux de société, etc. J'ai cru voir Notch par ici, bref, ouais. Hop là, Notch, très sympa, ça m'a donné envie comme univers. Et c'est comment s'appelle-t-il, Audimat de For the Story. Bref, voilà, il y a plein de choses à l'intérieur. J'ai dit que tout était ici, j'ai un petit peu menti, puisqu'en fait il y en a ici aussi. On a reçu les campaign cases de terrain D&D officiel, du coup, forcément, je vous le dis d'emblée, on n'en a pas beaucoup, je vous le dis d'emblée, c'est déjà en rupture, je vous le dis d'emblée, ça va pas être facile de mettre la main dessus une fois que j'aurai tout vendu. Est-ce que je vous dis ça pour forcer à l'achat? Non, c'est juste que aujourd'hui, on nous l'a répété 3 fois. Waouh, vous avez ça, mais c'est introuvable. Je savais pas que c'était introuvable. Nous, on les a trouvés, on vous les a proposés. Là-dedans, on va trouver quoi? Une petite mallette qu'on va pouvoir transporter partout. Bah ouais, parce que les sessions de Donjons et Dragons, on les fait pas qu'à la maison. Des fois, c'est chez les copains, des fois, c'est à droite, à gauche. Ça va être pratique. On va avoir du sol, du carreau, en fait, hein, très très neutre, qu'on va pouvoir personnaliser. Je ne sais pas si c'est effaçable à sec. J'ai pas réussi à le voir, mais je suppose que c'est effaçable à sec. Information à vérifier. Un client m'a dit que. Un client a dit oui, c'est magnifique. Ils savent tous ces clients. Ils vont faire l'actu JDR bientôt. On va avoir également des petits stickers. Alors, c'est pas des vrais stickers, puisqu'en fait ça tient par électricité statique. C'est repositionnable. Ça c'est très pratique. Parce qu'en fait ça va vous permettre d'improviser. Ça tient vraiment bien. Et en même temps, dès que vous avez envie de le changer d'endroit, vous le saisissez à la main et vous allez pouvoir bien du coup agencer au petit donjon impro. Et on va avoir donc des espèces de supports en forme de pièces de puzzle pour aller construire le donjon au fur et à mesure qu'on le découvre. Et ça, c'est vraiment top quand on joue à Donjons et Dragons. Voilà, il m'en reste quand même quelques-uns, mais enfin, je ne mettrai pas ma main coupée que j'en ai encore dans 2 semaines. C'est la fin de cette actu JDR et hop, passe de l'autre côté. Et coucou, c'est Remois, je suis abonné au jeu historique puisque je vous parle de Twilight Struggle, la nouvelle édition. C'est donc un jeu de Ananda Gupta et Jason Matthews. C'est un jeu pour 2 personnes uniquement, c'est un jeu de duel. Et c'est un jeu où on va retracer 45 ans de guerre froide, en gros, enfin de guerre, même pas de guerre froide, de conflit entre les États-Unis et le bloc soviétique. Donc il y a un joueur qui va jouer forcément les États-Unis, l'autre le bloc soviétique. C'est donc un jeu asymétrique et c'est un jeu qui se joue avec des cartes. C'est un jeu de cartes, c'est ce qu'on appelle les card driven. Et donc en fait, difficile de rentrer dans les détails de comment est-ce que ça se joue, puisqu'en fait chaque carte va avoir son propre texte, et illustration bien sûr, mais vous l'avez compris, c'est pas nécessairement le fort de ce jeu, mais va avoir son propre texte et va avoir sa propre résolution. Donc bon, voilà, difficile vraiment de rentrer dans les détails. Sachez en gros que le jeu prend en compte tout un tas de paramètres, notamment des choses très très évidentes comme la course à l'espace, et ça c'est très cool, la course à l'espace. On va également avoir le niveau d'armement nucléaire et donc le niveau de DEFCON, donc le niveau de défense, sachant que si on est les 2 joueurs très très armés niveau attaque défense et que on décide de lancer nos missiles, et bien la partie peut se terminer soit par la totale destruction de l'adversaire, soit par l'autodestruction des 2 joueurs. Donc on peut avoir une sorte de mort subite, mais le jeu est quand même pensé pour aller jusqu'en 1989. Donc on commence en gros dans les années 40, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 89. Et donc on compte les points en fait tout simplement. Il va y avoir donc différents présidents, il va y avoir la guerre, parce qu'il y a la guerre du Vietnam, alors je vais vous lire les événements, parce que là aussi, moi non plus, niveau histoire, je suis pas un méga champion, j'avais la guerre du Vietnam, la crise des missiles de Cuba, c'est évident, on la connaissait, mais par exemple, les conflits entre Israël et les pays arabes entre 48 et 1967, ça, de tête, j'aurais pas pu vous le sortir, donc voilà, vous le sentez, on est sur un jeu
très historique. On est sur un jeu très joueur aussi parce que c'est un jeu de duel, mais on est sur des parties de 1h30, 2h, donc on est quand même sur un jeu très costaud. Bref, voilà, c'est une nouvelle édition, donc revue, corrigée, rééquilibrée, le retour de Twilight Struggle. Et dis-moi Alex, est-ce que tu n'aurais pas vu la règle de 1923? Non, vraiment je sais pas où est-ce qu'elle est. Si tu la trouves, tu me dis. Par contre, je vois le micro. Merci Antoine. Et oui, parce que c'est à moi de reprendre le flambeau. Là, je suis en train de toucher le micro, ça doit faire... Voilà, c'est bon, c'est fini. Alors, c'est à moi de vous présenter District Noir. Alors, tout le monde en parle, même Monsieur Catala. Bonjour Bruno Catala. Voici District Noir. Donc vous vraiment enthousiasmé. Eh bien, vous avez bien raison. C'est un jeu pour 2 joueurs seulement, à partir de 10 ans pour 15 minutes de jeu. C'est un nouveau studio, Spiral Edition, voilà, qui vient d'ouvrir. C'est leur premier jeu édité. Donc bienvenue dans le monde ludique. C'est un jeu du coup de Nao Shimamura et Nobutake Dogen. Voilà, c'est illustré par Vincent Rocher. Très bien. Français, japonais, tout ça, et un peu de tout. Et on a une ambiance noire, hein, comme vous le voyez, la pègre, tout ça. Là, on voit, il y a le monsieur informateur. Le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible, hein, tout simplement, ou de gagner grâce à 3 bâtiments. Ça, c'est un petit truc à part. Vous aurez des cartes avec un certain nombre de certaines couleurs. Ah, quelqu'un me l'a rentré. Non, c'est bon. Vous voyez, ici, vous avez 5 fois des cartes de 5, 6 fois des cartes de valeur 6, 7 fois, etc., etc. Vous avez 3 bâtiments qui sont en un seul exemplaire. Et en début de partie, on va écarter au hasard 3 cartes du tas. Donc déjà... Bon, vous pouvez compter les cartes si vous êtes des hard gamers, mais vous aurez toujours cette petite donnée aléatoire qui va quand même, c'est pas d'incertitude. Voilà, c'est pas non plus un jeu ultra expert, parce que même si vous comptez, vous avez cette petite donnée. Donc du coup, vous avez 5 cartes en main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Assistant chiffre. Tout à fait. 5 cartes en main, hop, que vous aurez pioché au début de la partie. Premier joueur, hop, il se met devant lui. Et il va visibles. 2 cartes, voilà, ici, voilà la mise en place. À votre tour, vous avez le choix, soit vous jouez une carte de votre main, soit vous récupérez les 5 dernières cartes de la file, parce que vous pouvez, chacun votre tour, poser des cartes, etc. Et au bout d'un moment, vous dites, ah là, les cartes, elles sont pas mal, je vais les récupérer. Mais je peux récupérer que les 5 dernières, je peux pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, attendez, voilà. Je peux pas prendre celle-là, je suis obligée de prendre 1, 2, 3, 4, 5. Je les récupère devant moi pour faire des familles, c'est un jeu de collection de cartes en fait, mais du coup celle-là je peux pas la prendre. Du coup il y a une question de timing, est-ce que je rajoute une carte parce que j'ai bien envie de la récupérer, parce qu'elle pourra bien compléter justement une famille de 8, mais si je la mets, du coup ce sera à l'autre de jouer et peut-être qu'il va me le rafler sous le nez. Ou est-ce que je le rafle tout de suite, mais peut-être que je vais me taper au milieu, il y avait ce -3, et oui, lui à la fin de la partie, tout simplement il fera -3 à vos points. Voilà, ça va être beaucoup de dilemmes. Est-ce que je pose, mais l'autre peut me le rafler, ou est-ce que je prends maintenant, mais c'est pas non plus exactement ce que je voulais. Voilà. Sachant qu'on peut prendre qu'une seule fois en fait. Exactement. Vous prenez une fois par manche. La manche, ça se finit dès que tout le monde a posé ses cartes. Donc forcément, dans une manche, vous devrez prendre, et l'autre aussi. Et donc, une fois que vous avez pris, vous savez que tout ce qui vous reste en main, ça va être cadeau pour l'autre. Oui. Voilà. S'il a pas encore pris. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, ça vous le faites, voilà, on va dire que j'ai récupéré tout ça, je le mets devant moi et j'aurai déjà commencé une collection de 8. Ouais, bien. Je suis pas mal sur le 8. Au début, j'étais très bien tout à l'heure face à Antoine. Il m'a éclaté sur toutes les majorités que j'avais commencé à faire. Voilà, il m'a éclaté, c'est pas grave. J'ai joué aussi contre Simon du Passe-Temps qui m'a éclataxe. Sur le bâtiment, ouais. Oui, il m'a pas vraiment éclaté. Il m'a retourné le game avec les bâtiments. Voilà. Parce que voilà, si vous voulez récupérer les 3, les bâtiments, à n'importe quel moment de la partie, vous mettez fin, vous dites c'est bon, j'ai les 3 bâtiments, j'ai gagné, bisous, bye. C'est ce qui m'a fait Simon du Passe-Temps. Voilà. Bonjour Simon, nous prendrons notre revanche. Donc du coup on va continuer comme ça et des fois on va continuer à jouer parce que c'est bon, tous les deux on a pris le maximum de cartes qu'on pouvait prendre, voilà, chacun notre tour on a pris et des fois il va rester des cartes. Voilà. Et bien on refait une manche, hop, et on redistribue 5 cartes. En fait on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pioche. Je crois que c'est combien ce... Non, il y a 4 manches. Oui, 4 manches, c'est ça. Hop, et on reprend. Donc là si je veux, je peux prendre les cartes directement à mon tour. C'est-à-dire que j'en prendrai pas 5, c'est pas obligatoire d'en prendre 5. Mais vous allez prendre là les 4. Voilà, la règle c'est les 5 dernières. Voilà, s'il y en a moins, vous prenez moins.
Tout à fait. Mais moi, ça m'arrange parce que dedans, il y a du +2, il y a du 8 pour compléter ma collection et il y a un bâtiment, sait-on jamais. Bon, sait-on jamais, ils sont peut-être là aussi. Hein. Oui. On sait jamais. Donc voilà, et vous allez faire ça. Et en fin de partie, vous comptez tout simplement les majorités. Voilà, si vous êtes majoritaire en 8, et vous gagnez 8 points. Si vous êtes majoritaire en 6, vous gagnez 6 points, etc. etc. Et ensuite, vous soustrayez et additionnez vos petits bonus-malus. Et voilà, celui qui a le plus de points l'emporte. C'est fini. C'est minimaliste, c'est très bien, vraiment. Il va s'inscrire, je pense, dans les petits jeux de cartes minimalistes, super accessibles, mais avec cette petite saveur qui fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, je vois très bien. Alors, on va enchaîner sur un jeu solo. Ah ouais, elle va. Non mais ok, je suis un peu votre cerveau, mais moi aussi, faut que je vois si j'ai pas oublié des trucs. Regarde, il y a ça derrière toi. Voilà, Sentiers obscurs de Andorre, Story Quest. Alors, plein de gens me disent, est-ce que c'est l'extension? Point du tout, cher ami, point du tout. Il y a marqué Andorre Story Quest. C'est une nouvelle gamme dans l'univers de Andorre, ce jeu coopératif où on incarnait des héros dans un monde d'heroic fantasy assez classique, hein, les premiers jeux d'aventure heroic fantasy de l'époque. Donc là, c'est pour un joueur. Ou plus, hein, comme tout jeu dont vous êtes le héros, vous pouvez être à plusieurs si vous voulez. On vous conseille pas d'être à plein parce que après pour faire des choix c'est très long, hein, on le fait au vote quasi. Voilà. Et c'est à partir de 12 ans parce qu'il y a beaucoup de lectures et c'est des parties, c'est en 2 aventures en gros, il y a 2 parties d'aventure et en tout ça vous fait 1 heure, 1 heure et demie par partie. D'accord, ah donc 3 heures quoi. Oui, j'ai dit en tout mais pas du tout. En tout, une partie. En tout d'une partie. Voilà, mais de 2 parties. Bref, c'est très clair, ok. Donc, vous allez avoir, en fait, vous vous réveillez, la première carte vous fait un petit, un petit texte. Après, ça reste des cartes comme ça, hein, c'est pas non plus immense. Récap, Non, c'est pas un récap, c'est tout de suite vous êtes dans l'ambiance. Ça fait un truc genre votre corps tremble, vous ne voyez rien, quand vous essayez d'ouvrir les yeux, vous avez super mal à la tête. Enfin, écrit super bien, hein, parce que là je l'ai mal dit. Mais voilà, une bonne ambiance. En gros, vous vous réveillez dans des souterrains, vous savez pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, rien. Donc en fait, vous arrivez à vous réveiller, vous êtes un peu à poil, vous pouvez être un monsieur, Fen ou Fena, une dame, comme en Andorre, à chaque fois vous retournez votre carte si vous voulez un garçon ou une fille. Et vous allez faire des choix, vraiment comme dans un livre dont vous êtes le héros, mais ça va vous orienter vers des cartes. Donc par exemple, si vous faites tel choix, vous prenez la carte tel numéro. Ça fait penser à Carte Aventura sur ce point-là. Hein, voilà. Unlock aussi, mais... Unlock, mais vraiment, voilà, ça c'est vraiment du texte. Donc du coup, vous faites des choix. En fonction des choix que vous faites, vous allez explorer différents chemins. Vous allez avoir aussi des combats à mener, parce que vous avez forcément des souterrains un peu mystérieux comme ça, c'est mal famé. Hein, voilà, il y a des créatures. Vous allez pouvoir récupérer de l'équipement, vous allez pouvoir gagner les mêmes forces qu'on retrouve dans le jeu classique, c'est la force et l'inspiration, je crois, quelque chose comme ça. 2 énergies, en fait, qui vont vous servir du coup pendant les combats ou pendant des énigmes. Il y a aussi des énigmes, et vraiment il y a de tout et vous avez plein de fins possibles, donc c'est comme Carte Aventura un peu, c'est très rejouable. Voilà, vous avez plein de, même si vous arrivez à un moment à finir l'histoire, dites-vous qu'il y a plein d'autres fins à découvrir. Voilà, donc c'était Andorre Story Quest, Sentiers obscurs. On se doute que c'est le premier opus d'une suite, très sûrement. Et Alex, je te laisse la suite parce que tu trépignes d'impatience. J'ai dû te le laisser, normalement c'était moi qui devais le... Hein, tu peux le présenter si tu veux. Non, mais vous allez voir, c'est très marrant quand il le présente. Yes, on a reçu la colline au feu follet, le meilleur jeu pour enfants parce qu'il a eu le Spiel des Jahres enfants. C'est un jeu à partir de 5 ans, ils mettent jusqu'à 9 ans, mais non. En fait, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai pas 9 ans et je trouve ça trop cool. C'est jusqu'à 99 ans. Exactement, même plus. Plus. Un jeu de Jens-Peter Schliemann, désolé, j'ai fait espagnol LV2, et Bernard Weber. Alors, je pense pas que ce soit le... Il n'y a pas un écrivain. Ce n'est pas la personne qui a écrit Les Fourmis parce que c'est Werber, mais pas loin. D'accord, il manquait un R, mais bon. Et donc Bernard Weber, et c'est illustré par Clem Newter et Annette Norakara. C'est juste un jeu coopératif trop cool, la colline au feu follet. Donc là, vous avez le matos. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, vous aurez un petit plateau, vous allez clipser des petits bouts cartonnés comme ça pour surélever un petit peu parce que c'est une colline. C'est du plastique, mon cher. Ça, c'est un plastique, ça. Mais ça, c'est en carton, ça. Oui. Ah oui, d'accord. Non, ça, c'est en plastique. Oui, très important. Bien, ça. Tac, tac. C'est du plastique. Ça, c'est les petits apprentis bien moches. Regardez comme ils sont moches. Ils sont plus moches que les sorcières. Et ça promet. Oh maman. Ils sont très beaux, n'est-il pas? Alors là, vous avez un joli plateau avec plein de petites couleurs qui sont en fait des feux follets et surtout le matériel excellent.
C'est vrai qu'elles font moins peur les. Un petit sac en tissu. Dedans, il va y avoir les feux follets des différentes couleurs. Il y a 5 couleurs différentes. Ce qui se passe, donc le but du jeu, vous voyez ici tout au bout du plateau, on a un magicien qui s'appelle Elias et qui veut apprendre à ses apprentis à maîtriser la magie et les secrets de la forêt. Et donc du coup, il faut qu'on ramène ici 4 petits apprentis avant que les 3 sorcières n'arrivent jusqu'au bout et retrouvent Elias. Et en fait, pour les faire avancer, on va utiliser le pouvoir des feux follets. Donc ce qui se passe à chaque tour, c'est un jeu coopératif, chacun notre tour, on va piocher dans le sac. Et on va tirer une bille. Cette petite bille de couleur, on va la poser à l'extrémité. Donc en général, on s'échauffe. Hein. Donc en général, moi je suis... Et c'est la bille jaune qui l'a tirée. Attention, Alexandre Bernard s'entraîne, se prépare. Et c'est donc, un lancer. Cette petite bille, on va la poser aux extrémités de notre choix. Et du coup, pour la première bille, forcément, ça va bloquer la bille par un petit apprenti. L'apprenti, du coup, comme il bloque, mais je vais le prendre et le mettre le plus proche, en fait, jusqu'à trouver un emplacement jaune. Emplacement jaune, pourquoi ? Parce que c'est la bille que j'ai tirée. La bille étant jaune, je vais amener l'apprenti sur l'emplacement jaune le plus proche. Donc je regarde, le jaune il est là. Donc je le fais, hop, et là vous allez voir la bille qui va tomber. Et elle va jusqu'en bas. Alors il est possible que pendant la partie, vas-y, réessaye. avec une autre bille, Après, c'est moi. Échauffe-toi. hop, une bille rouge. La bille rouge, attention, il faut bien réfléchir. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il faut un peu réfléchir. Ok, c'est celui-là. Hop, pourquoi celui-là ? Vous allez comprendre. Hop, je vais faire ça. Ouais, c'est Tac. ça. Le gars, il fait genre. Ah donc j'ai Ça a vu. touché la J'ai mis sorcière. sur le rouge et là la sorcière a été touchée. Qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement la même chose, sauf que la sorcière du coup elle va avancer jusqu'au rouge. Hop. Ah, elle Et la avance bille pas va descendre. beaucoup. Non, elle avance pas beaucoup. Par contre, il y a une petite subtilité, c'est que si jamais j'envoie une bille qui ne touche absolument aucun pion, et du coup je vais avancer une sorcière de mon choix vers un emplacement du coup vers le bas. Donc par exemple si j'envoie une bille et qui touche personne, je pourrais déplacer celle-ci ici ou celle-ci ici. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'en fait ça libère des zones, des différents couloirs, et en même temps on peut se servir de d'autres apprentis pour cacher des couleurs et aussi bloquer d'autres billes. Et donc du coup faire avancer, en une bille on peut avancer jusqu'à 3 ou 4 apprentis. Ce qui va se passer, c'est que du coup si jamais il y a des sorcières qui arrivent, je sais pas moi là, et même là, donc là on est un peu dans la limite. Après on va avoir ce genre de choses par exemple. Et là ça devient de plus en plus tendu parce que dans ce genre hop, de cas, on va faire ça comme ça. Oh là là. Là ça devient tendu parce qu'il y a plein de choses. Alors on se dit allez, la petite Allez, bille blanche souffle, là, la souffle. petite blanche elle ferait plaisir. Hop. Là, Ah bien. non. Alors je vais choisir un coin. Je vais faire ça. Hop. Ok, boum. Ah. Là ce qui est cool c'est que je peux envoyer celui-ci ici. Et ce qui se passe là, hop, ça descend. La particularité du coup pour faire amener comment j'ai libéré cela, en fait si jamais j'avais la bille rouge, on va dire, hop, la bille rouge tombe ici, je suis obligé d'envoyer le petit apprenti sur du rouge. Il n'y en a pas, le prochain, c'est l'arrivée. Donc j'envoie celui-ci ici. Ah, il est Et sauvé. c'est comme ça qu'on libère les apprentis, mais c'est aussi comme ça que les sorcières arrivent jusqu'en bas. Et le but étant d'envoyer les apprentis ici avant que les sorcières n'arrivent. C'est juste le meilleur jeu pour enfants de l'année. Pour moi en tout cas, je vous le dis, parce que C'est vrai que c'est top. les sensations de jeu, le matos, tout est bien combiné, mais en plus, comme ils sont laids. Ah, c'est mais là, magnifique. j'ai un méga gros plan dessus. Je trouve ce jeu, il coche énormément de cases, quoi. À partir de 5 ans, effectivement, mais ça peut monter jusqu'à plus. Le petit stress de la petite bille qui va avancer, on se dit ah, mais allez, faut pas qu'elle touche la sorcière, et du coup, on voit que la sorcière elle avance, on fait ah, c'est dangereux, mais c'est bon, on peut encore tenir le coup. C'est juste trop bien, il y a des super sensations de jeu. Moi, j'adore ce jeu, je vous le dis. C'est un coup de cœur de la boutique, déjà, il n'y a pas que moi qui l'aime. Mais moi, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Il attend qu'une chose, c'est qu'il n'y ait plus le coup de cœur de la boutique pour pouvoir mettre sa tête dessus, n'est-ce pas, Alex? Alors, Tout à on s'est fait. battu pour le mettre celui-là. Hein. Alors, si je dis pas de bêtises, en plus, je crois qu'il y a un plateau extrême. Faut que je Ah vérifie ouais quand même. Ouais, voilà. Là, par exemple, il faut enlever tous les mages avant. Trop dur. C'est trop bien. C'est génial. J'adore. Bon, ça va être à toi, Antoine. Eh ben allez, c'est parti. Allez. Au revoir, Alex. Bienvenue derrière le comptoir, nous sommes bientôt à la fin de cette vidéo, mais il y a encore plein de petites choses. Notamment, il va y avoir le Jungle Speed Collector. Alors, au dos de la boîte, il y a marqué que c'est le retour de cette carte là, qui fait qu'on va jouer avec les couleurs plutôt qu'avec les symboles. Puisque apparemment, elle n'était pas là depuis quelques temps, mais on a été scandalisés. Quoi? Elle est trop bien cette carte. Bon, bah tant mieux, fait tout le elle est jeu. là, elle est de retour. Hop là, le petit donc Jungle Speed Collector. Il va y avoir la deuxième extension pour Unstable Unicorns Dragon, ça rajoute ni plus ni moins que des cartes supplémentaires. Pour voilà. bien faire chier. Avec des dragons. Ah, On est c'est bon, ludicaire ils sont ou on n'est pas lancés, là, ludicaire? hein. Ils sont lancés. Ouais, mais tant Ouais. mieux parce que c'est une gamme qui marche super bien. Moi, je l'aime bien. Hop là, on a également du Star Wars Légion. C'est ta règle? Non.
Elle est partout. Invasion séparatiste, la 501e Légion. Hop là, évidemment, vous avez envie de voir les figurines, comme je vous comprends. Et on a donc d'un côté Anakin, on a de l'autre côté le général Grievous. Le général Grievous. Bien sûr. Voilà. Avec des droïdes de casse. Pas mal. Pas mal, l'Empire. Grievous, c'est pas Ouais, tu t'y connais plutôt bien pour quelqu'un qui regarde que la trilogie originelle, soi-disant, hop là, et une extension pour Massive Darkness 2 qui s'appelle Ario Evenfall. Et donc, eh bien, hop, je vous le montre aussi, encore plein de figurines, parce que Massive Darkness, on va avoir une gestion d'une ville. Du coup, Evenfall, je suppose. Et entre chaque aventure, on va donc pouvoir influer sur cette ville. Elle va nous donner des bonus, etc. Et je suppose que même durant les aventures, eh bien, ça va avoir un impact. Je ne sais pas. J'y ai pas joué, mais enfin, voilà. Dès le départ de cette nouvelle édition de Massive Darkness, on a une belle extension qui arrive. C'est très prometteur. Hop, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une grosse vidéo, il y a eu énormément de préparation je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. En tout cas, alors j'espère. encore désolé pour tout historien pour l'an 192 oui, et 13. Bien joué. J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais dans le sens vraiment c'est un gros problème. Et pourtant j'ai fait licence d'histoire, les amis. On a tous nos petits soucis. Moi, c'est je perds des objets tout le temps. Voilà, c'est comme ça. On peut pas être parfait non plus. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Alex, il est fourbe. Il est fourbe. Oui, c'est vrai. C'est un avantage et un inconvénient. Pas m'empêcher. On te voit faire plein d'allers-retours là-bas. Fais coucou. Ah oui, effectivement. On est fatigué là. Oui. Cette vidéo, elle est terminée pour nous. Mais en fait, vous allez continuer à nous voir un petit peu, vous allez avoir un petit peu de rab, car on va faire un focus sur Peter et les enfants perdus. Allez. Hey, on est là pour vous présenter Peter Pan, wouh, de chez Matago qui va sortir. Alors là, ça s'appelle Peter Pan, mais officiellement, ça va sortir. La vraie boîte va s'appeler Peter et les enfants perdus, parce que problème de droit. Voilà, un studio avec des grandes oreilles de souris a dit non, 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 ça c'est à moi. Et Matago, ils ont dit d'accord, d'accord, bon bah on change, ce sera Peter et les enfants perdus. Voilà, mais c'est ce jeu-là qui est fait du coup par monsieur Marc Paquien et illustré par Jérémy Fleury qui a entre autres fait First Empire, illustré First Empires et la dernière édition de Macabana par exemple. Marc Paquien, on le connaît aussi pour L'île au trésor qui est en fait le papa de Peter Pan, parce que Peter Pan, ça va être un peu la même mécanique que l'île au trésor où on devait retrouver le trésor de Barbe Noire ou un truc comme ça. Non, c'était de John Silver, je crois. Voilà, John un méchant pirate qui était incarné par un des joueurs, donc on était tous contre un, chacun pour soi aussi un peu. Et là en fait, c'est du coopératif, c'est-à-dire que personne va jouer le méchant qui est Capitaine Crochet. Oui. Voilà. On va tous jouer les héros du livre pour retrouver les enfants perdus que le capitaine a kidnappés. Qu'il est vilain le monsieur. Donc du coup, on va chacun incarner un personnage du livre. On aura chacun notre petit plateau, comme ceci par exemple. Là, on a Lily la tigresse, ou Lys Tigrée dans la version originale. Voici. On aura chacun aussi un petit récap de jeu très clair avec en plus son petit pouvoir. Donc récap de jeu, hop, et pouvoir. On en a deux, il y en a un pour la version classique et le deuxième c'est pour la version améliorée, oui, parce qu'on va pouvoir un peu changer le jeu. Il y a une sorte de petit mode campagne. On va retrouver les petits pions des personnages sur le plateau. Donc ici, on a Lys Tigrée, justement, qui est magnifique. On a Peter Pan, non là c'est Tinkerbell, donc Fée Clochette. Wendy, hop, George et Michael, et donc Peter ici. Voilà. Donc, on va jouer à ce jeu qui est de 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, parce que c'est un bon initié. Il faut quand même passer la lecture des règles, mais une fois que vous avez fait une partie, c'est bon, vous êtes touché par la grâce divine et vous voulez vous y remettre. Et c'est pour des parties d'environ 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie pour la première, et 1 heure et demie aussi quand vous avez des amis qui aiment bien s'engueuler, parce que c'est du coop, donc c'est fait pour s'engueuler. Voilà. On va voir pourquoi on va s'engueuler. On va chacun avoir une sorte de petit carnet. Donc là, j'ai un carnet pour Lily la tigresse, on le reconnaît parce qu'il est rouge avec une petite plume. Donc voilà. Et toi, t'avais préparé aussi un carnet pour Peter. Voilà. Oui. Et bien, en fait, chacun, du coup, a son dos de carnet comme ça, une petite pochette dans laquelle il va placer une carte
qu'il aura pioché. Alors attends. Oui, bah c'est très serré, de façon à ce que ça puisse bien se calquer sur les cartes. Exactement, c'est très bien fait. Donc vous avez votre cache d'eau là, pour faire joli aussi. Vous y glissez une carte, donc faut jouer avec la face A ou la face B, faut se mettre d'accord. Ça dépend du plateau. Voilà, ça dépend du plateau et du nombre de joueurs. Mais du coup, vous planquez bien ça et vous planquez votre petite pochette, parce qu'il y en a plein des pochettes, elles sont toutes là-dedans. Et vous glissez votre carte dedans. Hop là. Et cette carte va vous donner toutes les infos qu'il faudra avoir pour la partie. Donc chacun aura son petit carnet avec sa petite carte. Voilà, c'est bon. Là, il est bien rentré. Donc là, sur cette carte, on a des informations à voir. Ça, c'est mon carnet. Tout ce qui est grisé, je m'en fiche. Je n'ai rien à y faire. Ce qui est même en cercle et grisé, pareil, je m'en fiche. Les seules informations qui va me mettre intéressantes, c'est les cercles non grisés à l'intérieur, donc les cercles transparents, avec les bords rouges. Ça, c'est des zones dangereuses où on pourrait croiser Capitaine Crochet et ses pirates, là où on ne veut pas aller. Et toutes les zones qui sont comme ça, hop, donc qui n'ont ni cercle ni gris, qui sont juste toutes nues, eh bien c'est l'endroit où je vais pouvoir, moi, marquer l'emplacement d'un garçon perdu. En gros, l'histoire, c'est que moi, j'ai l'information sur l'emplacement d'un des enfants perdus. Les autres auront des informations de leur enfant perdu. Oui. Donc vraiment, les informations seront partielles. Moi, je vais décider secrètement dans mon coin de, hop, dire que le mien, il est là. Voilà. Sur la carte, si on regarde, c'est ici, je crois. Ouais, c'est là, juste à côté de... Hop, juste à côté de Wendy, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je vais devoir donner des indices à mon voisin de droite. Ça, faut s'accrocher, mais en gros, une fois que tu l'as saisi, c'est bon. À mon voisin de droite, je vais lui donner des indices pour que, à partir de son pion, donc on va dire que Antoine, tu es Peter Pan, donc à partir de Peter Pan, je veux qu'il retrouve le personnage que j'ai trouvé, donc que je l'amène à peu près ici. Donc je lui donnerai des indices comme ça. Et moi, je te donnerai des indices sur qui est mon voisin de gauche, tu me donneras des indices à partir de mon personnage qui est Lily la tigresse, ou me diriger pour chercher celui que toi tu as noté sur ta carte. Bien sûr. Voilà, et en fait on fait un cercle comme ça. Donc vous n'irez jamais chercher le personnage du gars à l'autre bout de la table. Exactement. Voilà. Donc ça, déjà, ça fait beaucoup de rejouabilité parce que vous n'aurez jamais les mêmes cartes, les mêmes pochons, les mêmes voisins, rien. Donc déjà, c'est hyper rejouable. Une fois que chacun a choisi où était son petit enfant perdu, eh bien, on va avoir, c'est combien de 2 de chaque au début de la partie ? On a 4 cartes en main, oui. et c'est 2 de chaque, effectivement. Voilà, donc on va avoir 2 types de cartes. Vas-y Alex, je pense que si tu les filmes au téléphone, on les verra mieux. Hop, donc on a une pile ici de vision distance et de vision direction, c'est ça. Donc direction parce que c'est une boussole et distance, il y a un compas. Voilà. Donc au début de la partie, vous piochez, voilà, et vous allez vous faire votre petite main de cartes. Donc on en pioche 2 en fait dans le paquet de son choix. Voilà. Dans les distances, vous allez avoir des miles, donc en fait qui correspondent à des nombres de carrés. Donc 5 miles, techniquement, ça équivaut à 5 carrés. Oui. On a l'échelle, normalement, voilà, on la voit sur la grande vidéo. Ici, voilà, un miles, c'est une case, vous voyez. Et là, vous allez avoir des images de types de paysages qu'on pourrait rencontrer. On a vraiment de tout, hein. Il y a l'îlot au crâne, donc des choses un peu spécifiques, mais vous avez aussi des forêts, des montagnes, des paysages en fait qu'on va retrouver sur l'île. Donc, au début de la partie, vous aurez votre main que vous aurez constituée. Et ensuite, eh bien, c'est très simple. Vous suivez le récap de tour. C'est que vous récupérez des cartes. Au fur et à mesure de la partie, vous en piochez 2. Des tas que vous voulez. Donc, vous pouvez prendre 2 distances, 2 destinations. C'est destination ? Non. J'oublie toujours ça, paysage, c'est les distances et ça, c'est les... Pour moi, c'est compas et boussole. Oui, c'est ça, enfin voilà. C'est compas et boussole. Destination, oui, ouais, c'est ça, distance, destination. Merci, chaque fois, je confonds. Du coup, on les pioche. Ensuite, on va faire une action qui sera à partir du 2e tour. Et ensuite, on joue enfin les cartes vision. Donc, on en choisit. On en choisit au moins une. Non, c'est 2 qu'il faut choisir. Oui, non, mais à mettre chez les voisins. Ouais, tu peux t'en mets 2 voilà. À chaque fois. T'es pas obligé, mon cher. Tu fais ce que tu veux. Tu peux en rajouter qu'une seule. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que sur les 2 cartes, t'es toujours obligé d'en prendre 2 de ta main. Il faut qu'il te reste que 4. Mais sur les 2, soit tu joues les 2, soit t'en joues une et l'autre tu la défausses, soit tu défausses les 2. Parce qu'à la fin de la manche, forcément, vous devrez en avoir plus que 4 en main des cartes. Donc vous n'êtes pas obligé d'en jouer 2 chez votre voisin pour lui donner des indices, mais ça veut dire qu'à la fin, vous en défausserez quand même. Tu peux défausser tes 2 cartes si tu considères que ça te sert à rien. Donc du coup, vous pouvez mettre un paysage et une distance, ou vous pouvez mettre 2 paysages ou 2 distances. Vous faites ce que vous voulez, mais pas plus de 2 indices. Et là, c'est là où, vas-y Alex, je te laisse voir ça en
Ça va le reflet à peu près? Non, c'est bon, ouais. Ok. Donc là, par exemple, pour Peter, moi je suis en train de lui dire, donc à Antoine, je lui ai dit, bon, alors pour qu'il aille au ponton, bon, je lui ai dit pas ça à voix haute, hein, il faut qu'il aille dans une direction de littoral. Donc là, vous le voyez sur la grande carte, effectivement, c'est près d'un littoral. Donc c'est pour ça que je lui montre cette carte. Et à partir de lui, je dirais que c'est à 1, 2, 3, 4, 5. C'est à 5. Oh, c'est bien, j'ai des indices qui marchent très bien. Eh bien, je vais lui placer ici, vous voyez, j'ai une jauge de main. Là, elle est très foncée, ça veut dire que c'est vraiment très sûr comme indice. Et là, ça va vers... ça s'affadit et ça disparaît. C'est des indices un peu moins justes. C'est plus flou, ouais. Voilà. Là, si je lui mets les deux comme ça veut dire que vraiment ce que je lui dis, gars, là où je veux t'emmener, mon enfant perdu, il est exactement à côté d'un littoral, ou pas loin, vraiment, et exactement à 5 miles. Ok. Si je lui avais mis ça, ça veut dire, ok, c'est vers un littoral, c'est sûr, à plus ou moins 5 miles. Du coup, c'est très approximatif, c'est vraiment le nom du jeu presque, hein, c'est approximatif land. Mais c'est ça qui est très drôle, c'est là où on va s'engueuler en disant mais non, mais pas du tout, cet indice ça veut rien dire, etc. Donc du coup, vous allez dire bon, plus ou moins 5 miles, ça veut dire quoi? Plus ou moins, bon, 2 miles, voilà. Et des fois quand vous dites bon bah c'est pas vraiment à côté d'un littoral mais pas loin, bon bah sauf que des littoraux il y en a partout sur la carte comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et ça va être un peu compliqué, vous faites aussi avec ce que vous avez en main comme indice. Par exemple, notre amie n'a jamais eu un indice qui correspondait à ce qu'elle voulait montrer, et ben jusqu'au bout son enfant perdu n'a jamais été trouvé. Voilà. Alors qu'elle voyait nous on piochait les indices qu'il lui fallait à elle, la pauvre. Donc du coup, on fait ça sur le plateau du voisin. Donc là, en gros, j'ai joué chez Antoine. Voilà, je lui ai mis ces deux indices-là. Et après, je vais prendre cette petite jauge. Vas-y, Alex. Oui. T'as vu, je te demande assistant tout le temps. Donc sur cette jauge de danger, moi, je vais regarder sur ma carte. Je vais dire, ok, je viens de lui indiquer cette direction-là. Donc je veux l'amener là. Sur le chemin, j'estime que est-ce qu'il a plus de chances ou pas de croiser des zones dangereuses de hook, de crochet. Sachant qu'il part de là, et que s'il suit bien mes indices, normalement il devrait aller par là, mais il faut que je prenne en compte que peut-être il va mal lire mes indices, donc peut-être qu'il va aller par là-bas. Donc là oui, effectivement, il pourrait passer par Capitaine Crochet. Donc en fait, je vais montrer là, sur la jauge, là, si je le pose ici, ça veut dire non, t'inquiète, la voie est claire. Il y a pas de crochet là où tu vas. Bon, là, il y a un peu de risque. Là, c'est chaud patate. Là où je t'envoie, c'est le casse-pipe. Attention à toi. Pourquoi on va donner ces infos? Eh bien, parce que déjà, quand on a bidouillé le plateau de notre voisin, c'est ça qui est cool, c'est qu'on va bidouiller les plateaux des voisins et que les voisins bidouillent notre plateau. Oui. Nous, on bidouille pas nos plateaux, on les touche pas. Et bien une fois que tout le monde a donné ses indices, là on va chacun notre tour, en commençant par le premier joueur qui est muni évidemment de la montre à gousset que Tic Tac a mangé, enfin une des montres à gousset que Tic Tac le crocodile a mangé. Et bien on va se déplacer en partant de là où est notre bonhomme avec cette magnifique réglette. J'ai défoncé tout le monde. Du coup, la réglette, eh bien, moi je vais partir, je vais jouer à ta place, Antoine, tu ne m'en veux pas. Je pars de Peter Pan avec les indices qu'on m'a donnés, et bah du coup, ok, je vais vers le littoral, on m'a dit, et exactement à 5 miles. Sauf que, moi j'ai compris le littoral, mais il y en a un là, ou plutôt là-bas, tiens, je vais aller là-bas. Ok, je vais aller là. Moi, j'ai pas le droit de dire que t'as mal compris mon indice. Bien sûr. Rage silencieusement dans ma tête. Et là, hop, tu fais ton trait, tu peux t'arrêter avant, mais en gros, ton maximum, c'est là. Hop, ici, c'est le pouvoir de la fée Clochette, qui évidemment est une fée, et donc peut aller plus loin, la petite tricheuse. Mais moi, en tant que Peter Pan, je peux aller que là, maximum. Bon, comme on m'a dit 5 miles, et que c'est quasi le maximum, bah, je vais jusqu'au bout. Hop, j'enlève la petite réglette, je fais une croix là où j'arrive. Alors de là où vous êtes de la caméra, je suis pas sûre que vous voyez très bien, parce que reflet, lumière, etc. Mais quand on est de distance normale, ça se voit bien. Hein, oui. Voilà. Même le verre de Peter, en vrai, se voit bien quand on est autour de la table normalement. Oui. On aurait pu croire que Peter, verre sur verre, bon, ça va être compliqué, mais ça va en vrai. Et donc on a fait la croix de là où on est arrivé, hop, on met notre petit bonhomme, et là, on a le choix. On peut explorer, oui c'est ça, c'est de l'exploration, avec cette petite cette chose, cette forme très jolie, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, je vais pouvoir le placer autour de ma croix, donc je peux enlever mon bonhomme pour plus de praticité, le temps d'explorer. Hop, je peux le mettre par là, du moment que ma croix, donc là où est mon bonhomme, est dans le cercle intérieur, j'ai le droit d'explorer tout autour. Donc je vais explorer par ici parce que je suis sûre
ou quasi sûr que j'ai bien compris les indices qu'on m'a donnés et que je vais trouver un enfant perdu par ici. Hop, je fais mon cercle. Et là, je vais demander à la personne qui m'a donné les indices, qui est moi, techniquement, puisque je joue Antoine et moi à la fois. Oui. Ah, trop de cerveau dans ma tête, attention. Et là, je vais regarder, je vais dire, alors là, il vient d'entourer ça, c'est la montagne, c'est ici. Non, c'est bon, il a pas touché la zone de crochet, mais pas loin, juste un peu au-dessus, et il l'avait. Hein. Donc je vais dire, non, c'est bon, t'es pas chez crochet. Par contre, s'il avait exploré et qu'il tombait sur une zone où il y a crochet, même si son cercle effleure une zone de crochet sur l'espace, c'est bon. Hein. Il faut vraiment pas toucher une zone de crochet, sinon c'est mort. Crochet, il voit tout, il sait tout. Il vous voit, et là, on coche une case ici. Si toutes les cases sont cochées, avant de trouver tous les enfants perdus, on a perdu. Oui. Donc du coup, faites des explorations de façon prudente. Oui. Moi, le premier truc que j'ai fait, j'ai exploré, bam, crochet dans ma tête. Il y a une action qui est intéressante, c'est de quadriller la zone, entre guillemets, c'est de créer un campement. Oui. Ça vous permet du coup de sécuriser en fait les zones où il y a le capitaine crochet. Voilà, donc campement, c'est au lieu d'explorer, je décide plutôt de dessiner la zone extérieure avec cette jolie forme d'étoile. Hop, oui. Je l'ai très mal fait, c'est pas grave, des enfants de 5 ans feraient mieux que moi. Et en fait, cette zone-là, donc celle-là n'existe pas techniquement puisque j'ai choisi l'autre action, cette zone-là est RAS clear de capitaine crochet. Alors vraiment, j'ai pas pris la meilleure couleur qui se voit très bien de près, mais de loin, c'est pas la mieux. Hop, voilà. Donc là, il y a le campement, donc cette zone-là, même s'il y avait crochet, on s'en fiche. Ici, vous pourrez venir, il n'y a pas crochet, c'est clair, c'est bon. Donc voilà, c'est en gros les deux actions que vous pouvez faire. 3 en fait, avec se déplacer. Oui, voilà. Vous pouvez vous déplacer, c'est quand même fortement conseillé, oui. Parce que rester en place d'un tour sur l'autre, j'ai pas encore vu l'intérêt. Par contre, explorer, voilà, c'est à faire quand on se sent un peu sûr, on s'est dit, bon, c'est bon, on a bien quadrillé la zone, etc. Après, chacun a des pouvoirs spéciaux. Peter, il peut débusquer Capitaine Crochet, ça fait un peu l'effet d'un campement, en gros. Il peut faire ça à la place d'explorer. Clochette, elle peut voler plus loin, etc., etc. Oui. Et donc, du coup, si à un moment, je trouve l'enfant perdu, parce que, par exemple, Antoine a écouté sagement mes indices et les a bien compris, hop, il a trouvé le ponton, et je lui dis, nickel, hop, je coche un petit bonhomme, mais trop bien. Et bien, maintenant, moi, c'est bon, ma carte, elle est plus bonne, là, j'ai plus personne à faire deviner. Et bien, en fait, je vais changer, je vais enlever la fameuse pochette, je vais en prendre une très discrètement et secrètement dans l'enveloppe de Hook, et je vais la glisser pour avoir un nouvel enfant perdu. Comme ça, même si d'autres, comme une de nos potes, n'arrivent pas à faire deviner et trouver son enfant perdu, ça ne bloque pas tout le reste de la partie. Les autres continuent à pouvoir faire trouver des enfants perdus et avancer dans la partie. C'est dès qu'on en a 4 en fait qu'on gagne la partie. Exactement, 4, pas forcément de 4 personnes différentes. Non. Voilà, on va pouvoir un peu quadriller la zone comme ça. Ensuite, à la fin d'un tour, on va repiocher, donc on reva au tour 1 du récap, qui est de piocher des cartes vision, des pioches qu'on veut, et ensuite c'est là où on va réorganiser le plateau de notre voisin, chez qui on bidouille là. Oui. On a le droit de lui défausser des cartes, 1, 2, 0. Oui. On peut pas les déplacer, par contre il n'y a que Wendy qui a le droit de faire ça. Et en fait après on pourra réinitialiser déjà le niveau de danger, mais aussi on se dit bon, mon indice de littoral, même s'il n'a pas trouvé, il est toujours bon. Bon, par contre les miles, puisqu'il s'est déplacé, c'est plus à 5 miles, c'est peut-être à 2, en espérant que j'ai le bon chiffre dans la main et que j'ai pioché. Donc voilà, j'ai arrangé comme ça les indices, et on va avancer au fur et à mesure. À chaque fois on va piocher donc là-dedans, et si vous le voyez, hop, au fur et à mesure vous allez découvrir des paquets, hop, de tempête. Eh oui. Oh là 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 là, la tempête. Et bien en fait, dans les cartes tempête, vous avez plus de chances de tomber sur des crochets. Des crochets, voilà. Quand vous tombez sur un crochet, vous cochez une case crochet. Et ça, mais c'est comme ça qu'on a perdu. On en a pioché 3 d'un coup, bam, c'est bon, on avait perdu. Donc faut pas trop tarder non plus, puisque au fur et à mesure que vous videz la pioche, vous attirez un peu l'attention de crochet qui va vous étriper, parce que c'est ça qui fait de son crochet, y a pas à tortiller. Voilà, je crois que j'ai dit tout. Après, il ne reste plus qu'à parler très succinctement du petit mode aventure que vous pouvez ajouter. Vous avez des cartes dedans, donc vous avez 2 modes. En gros, c'est un mode pour simplifier les parties et un mode pour
les compliqués si vous êtes des hard gamers, et il va se passer des petites histoires et des petites choses à faire. Et en plus, vous aurez des cartes à piocher qui vous donneront des fois de la poussière de fée. Et cette poussière de fée, c'est ce qui vous permet d'activer votre pouvoir spécial. Comme je vous ai dit, hein, vous avez tous un pouvoir ici, mais aussi un autre pouvoir spécial qui s'active que dans les modes avancés avec de la poussière de fée. Ce dernier bruit était très étrange. De fée. Oui, de fée. Il était très féerique. Je pense que tu as pris beaucoup trop de poussière d'étoiles. Elle était bonne. Je parle de la poussière de fée, bien évidemment. Hop. Et je vais dire je m'envole et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. C'est bon, c'est quand vous voulez. Ah bon, ça tourne? Pardon. Oh putain. Je suis désolé, Ouais, moi j'avais les mains dans les poches. ça m'est...